Si j'avais pas dansé, si j'avais pas créé, vraiment, je pense que j'aurais fait de la merde de ma vie. Je trouve ça problématique de chercher à plaire aux gens. Bien sûr. À quel degré? À 100%. Toi, tu te dis, il faut absolument pas 0%. que je cherche à plaire aux gens. 0%. Tu sais qu'à un moment donné, il y a une réalité. Si tu veux vivre de ton art, il va falloir trouver un moyen de le vendre de manière alignée, juste et équilibrée. J'allais à la banque. Moins t'as d'argent, moins t'as d'argent. Et j'en pouvais plus parce qu'en fait, je m'en sortais pas. J'ai créé mes premiers shows dans la rue, sous les pots d'échappement, en bouffant un demi-burger, en ayant 0 thune, de la détermination, de l'amitié, en me reconnectant à moi. Et il y a un dialogue qui se passe avec le public qui est immédiat, qui est dans le paraverbal, qui est dans les atomes, dans les cellules, dans un espace temporel hors norme. Tu parles pas, tu ressens. Putain, c'est jouissif, c'est fou, quoi. C'est des sensations extraordinaires. C'est quoi pour toi finalement un ou une artiste? Quelqu'un qui a... Bonjour Bérangère, bonjour Marion. Salut Samy. Bonjour. Salut. Alors Marion, on va commencer par la présentation habituelle. Toi, t'es danseuse, chorégraphe, metteur en scène. T'es danseuse depuis l'âge de 17 ans. T'as commencé dans des compagnies de hip-hop. T'as dansé pour Madonna, entre autres. En 2009, t'as créé la compagnie Dance Les Swaggers. Et en 2013, t'as effectué un switch en tant que chorégraphe, notamment pour le clip Papa Outé de Stromae, qui parlera à tout le monde. T'as travaillé avec Christine and the Queen, Angel. Et aujourd'hui, ton quotidien, c'est de créer des pièces, des spectacles. Tu travailles aussi bien pour des théâtres comme La Villette, avec des collectifs de danseurs, et aussi pour des films au cinéma, des comédies musicales comme Résiste ou Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Et en 2023, c'est l'Opéra de Paris avec The Last Call, en hommage à ton père. Est-ce que on a fait le tour? Moi, je pense. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter Là, Marion a beaucoup d'actualités. Non. J'ai été très exhaustif. Je vais pas aller dans le détail, mais grosso merdo, oui. Ok, Ouais. on a dit le principal. Donc, l'idée du podcast, on va voir beaucoup de choses. Ça va durer 1h30, 2 heures à peu près. Ce que je trouve, ce qu'on va mettre en avant, c'est comment est-ce que on fait en tant qu'artiste pour faire partie des 0,1% à percer. Parce que finalement, il y a énormément de gens dans ce milieu, que ce soit artiste, c'est vague, et on va voir ce que ça peut vouloir dire. Mais comment est-ce qu'on fait pour, d'une part, en vivre? Ça, c'est déjà une première chose. Et quand on a réussi à en vivre, comment est-ce qu'on fait pour faire partie des 0,1% de ceux qui sont peut-être sur le devant de la scène dans leur secteur? On va voir quel impact ça peut avoir sur la vie perso, sur la tienne et ce que tu en penses de manière générale. Et comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent influencer la vie d'artiste, la réussite d'un artiste. Voilà. Pour commencer ce podcast, la première question, assez ouverte, va être c'est quoi pour toi finalement un ou une artiste? Bonne question. Un ou une artiste, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer des problématiques personnelles à travers des médiums artistiques. Donc peinture, musique, danse, enfin tous les médiums artistiques qui existent. Et qui n'a pas forcément... qui a une urgence et qui a un besoin de prendre la parole. De faire sortir des choses, des émotions, des problématiques personnelles et d'utiliser le médium artistique pour en faire quelque chose. Tu fais pas le lien avec la création? Parce que le fait, ça finalement on peut le retrouver dans plein de... Le lien, quand tu es un artiste, tu crées. Tu crées forcément, ouais. En règle générale, après... oui et non, tu vois, enfin ça dépend parce que si tu prends l'exemple des chanteurs, à l'époque tu avais des chanteurs interprètes qui ne créaient pas de chansons, qui n'écrivaient pas leurs chansons, qui ne créaient pas leurs chansons. Ils étaient juste interprètes, ça restait des artistes parce qu'ils développaient une personnalité et une façon de chanter, mais ils créaient pas à proprement parler. Sur la forme, finalement, ils innovaient quelque part sur la forme. Ils innovaient, ils avaient une personnalité, ils avaient un truc en plus, tu vois. Okay. Mais la création et être artiste, ouais, forcément tu crées. Après, c'est tellement vaste, être artiste. Ça veut dire, est-ce que tu es artiste de métier? Est-ce que tu es artiste dans l'âme? Est-ce que tu es artiste de passion, tu vois? Et dans l'inconscient collectif, quand on parle d'artiste, on a souvent l'image un peu bohème, tu sais, de la personne qui vivote, qui crée, bien sûr. Sans même la dimension... gagner sa vie, la dimension entrepreneuriale. Et d'ailleurs, on va le voir, toi, tu as réussi à être à la fois artiste et en même temps, tu es une entrepreneur. Et ça, c'est ce qui va aussi potentiellement nous intéresser. Oui, c'est le domaine, en fait, le parallèle avec l'entrepreneuriat, puisque finalement, tu promouvois quelque chose, tu dois le vendre derrière, tu crées.
Et je pense que ce que tu voulais dire, c'est aussi derrière, il y a une forme d'engagement, enfin, si je ne me trompe pas, derrière, en tant qu'artiste, d'exprimer quelque chose, de faire passer un message, en fait. Ouais, de le faire par... Je sais pas si la première chose, le premier moteur, c'est de faire passer un message. Le premier moteur, c'est une urgence, un besoin de faire quelque chose de ce que tu ressens. De tes émotions. De tes émotions. Ouais, ok. De tes émotions, de problématiques psychologiques, émotionnelles que tu traverses dans ce monde, personnellement et dans le monde. Et de le mettre dans le corps à travers un médium artistique. Ouais. Parce que Qu'est-ce que tu entends par un médium artistique ? C'est un canal, en fait. C'est un moyen d'expression. C'est un canal, oui, voilà, c'est un moyen d'expression. Okay. La peinture, la musique, D'accord. la voix, le corps, la matière. Okay. Et de fait, quand tu dis ça, je rebondis sur le process créatif, en fait. Ouais. D'où te viennent, en fait, tes idées de spectacle, de création, de... Alors, déjà, je voudrais rebondir sur le fait que tu peux être un artiste et être entrepreneur, ça ne va pas forcément de pair. Ouais. T'es artiste, je pense que c'est un truc que tu portes en toi, que tu as envie de développer, que tu as besoin de développer. Mais ton premier, ta première pulsion, elle n'est pas de développer ton art. Elle est déjà de le mettre en pratique et de le faire. Vivre de ton art, je pense que ça vient après. C'est déjà... j'ai un peu l'impression que quand tu es artiste, comme je te dis, c'est un moyen d'expression. C'est un peu un... moi, je dis souvent que si j'avais pas eu la danse, la création, j'aurais fait des conneries. J'aurais mal tourné. Et c'est vrai, parce qu'en fait, j'aurais pas eu ce canal et ce médium artistique pour évacuer mes problématiques, mes émotions. C'est vraiment un canal d'évacuation des comme émotions. Une soupape, en fait. Tu vois, c'est un besoin. Tu extériorises tes émotions, tu en fais quelque chose, tu les vis, tu les ressens, tu les digères et après tu les emmènes quelque part. Moi, je dis que créer des pièces, pour moi, c'est un peu faire une thèse, antithèse, synthèse de problématiques qui me traversent à un moment T, tu vois. Et j'ai ce médium-là pour m'aider à les traverser. En fait, au lieu d'écrire un livre, t'écris une pièce et tu la vis, quoi. Oui, mais même au lieu d'aller... alors, je vois un psy, mais au lieu d'aller voir un psy, ou au lieu de me faire... tu vois, c'est un médium en plus pour m'aider à traverser des problématiques et à évacuer les émotions et les sensations. C'est un véhicule, en fait. Vraiment. Okay. Donc, c'est pour ça, avant la part entrepreneuriale, il y a vraiment une part de... Je pense que tu as des gens, ils peuvent pas faire autrement que de peindre ou que de créer, que de modeler, que de... C'est de la vocation, en fait, aussi. Il y a un truc, c'est de la vocation. C'est toujours de la vocation. Même au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est viscéral. C'est viscéral, c'est pour ça que j'ai parlé d'urgence. Tu as une urgence, tu as un besoin, tu as une nécessité de passer par là. Moi, je danse depuis que j'ai 3 ans, depuis que je suis née, parce qu'il y a un truc, j'ai un lien avec la musique, j'ai un lien avec le corps, et il faut que ça traverse mon corps et que ça sorte. Et sinon, si j'avais pas eu ça... Franchement, j'aurais fait des conneries, j'aurais fait de la merde. Je me battais petite. Tu vois, je me battais, je peux avoir une certaine violence, et en fait, ça me permet de canaliser toutes ces émotions à un endroit qui en fait quelque chose de beau. Je rebondis, j'ai montré tes chorés à ma nièce de 3 ans, 3 ans et demi, qui veut te voir en vrai danser un spectacle. Elle dit, quand est-ce que je vais la voir ? Je vais la rencontrer. Bah oui. Elle est trop marrante. Elle adore danser aussi. Bref. Mais parce que la danse, il y a pas d'âge. C'est vraiment, en plus, je trouve un médium universel qui tu peux te faire comprendre par n'importe qui. Ouais, après, je pense que chacun a son besoin, son canal et trouve son utilité dans un domaine artistique qui lui convient. Toi, ça a été la danse et voilà. Après, comment on fait de ce besoin viscéral pour passer à ton métier et comment tu en vis, en fait, tu vois ? Déjà, faut le conscientiser. Se dire, OK, là, j'ai envie d'en faire mon métier. Ça a toujours été le cas ou pas du tout ? Oui, parce que petite, sur mes fiches de renseignement à l'école, quand tu es en primaire et qu'on te dit métier du papa, métier de la maman, futur métier, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il y avait ça. Ah ouais ? Tu te souviens pas ? Non. À l'école, en primaire, on mettait ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? D'ailleurs, tous à l'époque, ils voulaient tous être pompiers, footballeurs ou toi, maîtresses d'école. Tu voulais être pompier, toi ? Non, mais c'est souvent le truc. Et maintenant, vétérinaire. Maintenant, ils veulent être influenceurs. Tu vois, ça, c'est un métier qui revient beaucoup. Un métier. Mais je me souviens pas ce que je mettais, mais bon. Moi, je mettais danseuse, comédienne. Ouais. Et puis plus tard, quand le système m'a eu,
je m'étais institutrice et d'autres trucs lambda que je voulais pas faire. Ouais. Mais à la base, sur mes premières fiches de renseignement, c'était danseuse et comédienne. Est-ce que tes parents, ils t'ont un peu influencé sur ça, sur le métier que tu voulais faire, ou pas? Non, Ils t'ont pas laissé du libre tout. cours? Non, parce que ils étaient pas dans la danse, ils étaient pas dans la comédie, rien à Ouais. voir. C'est vraiment un truc que j'ai depuis que je suis petite. J'ai un lien avec la musique, j'ai une sensibilité à la musique et j'ai un rapport avec le corps, de besoin de m'exprimer. C'est un truc que je fais depuis que je suis petite. Ma mère l'a vu, mes parents l'ont vu. Donc, ils ont laissé ce truc-là exister et être. C'est là la chance que j'ai eue. Mais... Et après, oui, ma mère m'a ouvert les portes. Tu as des parents qui n'ont pas envie que leurs enfants aillent là-bas. Ma mère m'a ouvert les portes en disant, tiens, et si tu faisais une fac de danse, j'ai pas fait. Et si tu... voilà, j'avais le droit de danser et j'étais emmenée, j'avais le droit de faire ça. Et ce qui est le plus drôle, c'est que du coup, ta sœur, elle est plutôt dans le dessin. Ma sœur, elle est dans le dessin, mais quand on était petite, on dansait et on dessinait beaucoup. Ouais. C'était vraiment les activités, le dessin. On faisait des trucs avec nos parents, mais on était quand même, les parents étaient moins investis que nous aujourd'hui. On l'est avec nos enfants, un peu trop d'ailleurs. Et donc très vite, fallait les occuper. Et donc on avait dessin, activité dessin. Donc on dessinait. Je me rappelle, on était tout le temps en train de dessiner à table, elle et moi. Mais parallèlement, on prenait des cours de danse. Ouais. T'as fait une pièce sur le narcissisme des réseaux sociaux. Ouais. C'est noté dans mes fiches virtuelles. Qui s'appelle Narcisse, c'est ça? Tu vois, on sait bien. La Villette que j'ai été voir d'ailleurs. Ah ouais, comment ça t'est venu et de quoi ça parle? Alors, comment ça m'est venu d'abord ou de quoi ça parle? Comment ça t'est venu et ensuite de quoi ça parle? Comment ça m'est venu? Et on va rentrer un petit peu dans le processus créatif parce qu'en fait, c'est typiquement comment une pièce me vient. Je suis à Londres pour faire une pièce que j'ai fait qui s'appelle Rouge avec le ballet Rambert. Et j'adore me balader la nuit quand je suis pas avec mon fils et que je peux le faire seule. Donc je me balade la nuit dans la rue et j'écoute de la musique. Et j'écoutais de la musique italienne. Donc en fait, c'est tout un moment où je erre et mon cerveau est ouvert et réceptif. Et la musique, ça commence toujours par la musique, m'emmène vers des images, des matières. Et là, ça m'emmenait vers des paillettes, des miroirs, des images comme ça, de matière, d'or, de réflexion, etc. C'est très ésotérique, hein. Tu as un rapport... c'est pas ésotérique, c'est hyper basique de matière et de choses simples, en fait. Sensoriel. C'est pas ésotérique. Ouais. Pourquoi tu dis ésotérique? Parce qu'il y a quelque chose c'est beaucoup du ressenti, tu sais, c'est de pas choses que ésotérique, c'est vrai que ressenti, c'est pas... C'est la base de l'humain. Ésotérique, c'est le mot est un peu fort, peut-être, mais il y a une dimension un peu... pas irrationnelle, mais pas du tout. ressenti. Non, ressenti, non. justement. C'est hyper rationnel. C'est juste Alors, qu'aujourd'hui, notre société... Okay. C'est que j'ai pas compris exactement d'où ça... Non, t'as compris, mais je pense qu'aujourd'hui, tu mets le point sur un truc, on n'est plus du tout connecté à notre ressenti. Ouais, c'est clair. Et c'est là l'irrationalité des choses. Le rationnel, c'est qu'en fait, tu ressens une chose, et en fait, je suis vraiment dans les sensations de mon corps, je suis très alerte à ce que mon corps ressent, à ce que mes émotions, quelles sont mes émotions, là où ça m'emmène. Après, oui, il y a une différence entre le réel et le ressenti. C'est ça qui peut être différent. Je pense que la nuance, c'est le mental inversé au ressenti. Que nous, on est beaucoup dans le mental. Nous, on scinde le mental et le ressenti, alors que c'est un truc qui va ensemble. Tu ressens quelque chose, tu laisses ton esprit divaguer, tu ressens autre chose, tu es réceptacle. Moi, je suis un réceptacle Je me balade dans la rue, donc j'ai des odeurs, des sensations, j'écoute de la musique. Je suis dans un ressenti, je suis bien, je suis dans une certaine condition, je marche, je suis connectée à mon corps, je suis la plupart du temps toujours connectée à mon corps. Et à mes sensations et à mes émotions. Et là, les choses viennent, mais en fait, le cerveau et le corps vont ensemble. Et l'âme. Il y a trois choses. Il y a le cerveau, le corps et là, l'âme. On est déjà un peu dans de l'ésotérique. Non. Bah non, on a tous une âme. T'as une âme. Ouais, après, ça dépend comment tu définis ce qu'est l'âme. Ouais. Mais effectivement, c'est pas du... C'est 21 grammes qui font que tu es qui tu es. Tu vois, que tu n'es pas une autre personne interchangeable, une autre personne, t'es chargé d'une personnalité. Donc, moi, tu me dis la conscience, tu vois, ça me parle peut-être plus. Ouais, la conscience. Après, oui, c'est pour ça, âme, il y a une dimension peut-être un peu spirituelle. Voilà, qui peut... Je préfère spirituel qu'ésotérique. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ésotérique, ça peut être porté négatif. Ouais, ésotérique, c'est pas assez... forcément. Si, c'est assez... Alors,
si t'es ok avec ça, mais il y a plein de gens pour qui l'ésotérisme c'est assez négatif. Ouais, c'est bizarre. Les sorciers, ça les dépend ce que tu mets derrière en fait. Tu vois Ah ouais, non, c'était pas. Mais c'était pas dans ce sens. Mais spirituel. Ouais, spirituel, ok. Ouais. Oui, le mot est plus proche de ce que mais le spirit, l'esprit. Donc, tu vois, ça t'est venu comme ça, et la pièce, de quoi est-ce qu'elle parle? Donc, attends, j'ai pas fini. Elle a pas fini. Donc, une heure et demie. d'abord, Calme-toi. là, on a 1h30, tu te calmes. Tu me laisses parler. Vas-y, développe. On a, donc j'ai d'abord sensation l'ouïe, la musique, sensation qui vient créer des images. Et des images arrivent dans ma pensée. Donc matière, couleur, image, cadre, etc. Donc là, ça pose un petit peu le cadre de ma pièce. Puis, des moments de vie dans ma pièce sans que je sache ce qui va se passer. Donc d'abord, il y a un cadre sonore, puis un cadre visuel, un cadre un petit peu de sensation. Et c'est juste, à la fin de tout, je me dis, tiens, c'est drôle. Ça parle de ça. Et souvent, le sens et ce dont je vais parler vient à la fin. À la fin. L'angle, en fait, il arrive à la fin. Il arrive à la fin. D'abord, j'ai des sensations. D'abord, j'ai les trucs qui arrivent, des envies, tu vois. Ouais. Il y a vraiment les envies, mais que je contrôle pas. C'est vraiment, j'ai envie de ça, je ressens ça, j'ai envie de ça, ça me parle. C'est la vibration, j'appelle ça la vibration, et une sorte d'accueil vibratoire où tu vois, j'ai des trucs qui viennent et je sens, ça m'excite et je suis là genre, ah ouais. C'est comme des messages et en fait, à la fin, Complètement. in fine, ça te traduit en fait l'angle et le Et thème. en fait, je suis comme un réceptacle, donc je marche, j'ai une activité physique, mais sans but, je erre, je me balade, je suis libre, mon cerveau, il est tranquille. Et je suis en connexion avec ce qui se passe, avec moi et avec ce qui se passe autour. Je suis là, je suis bien. Et là, j'ai les trucs qui viennent. C'est comme ça que la création, elle arrive. Si je cherche à créer quelque chose, ça vient pas. C'est en général quand j'arrête de chercher et que je me balade et que là, les images arrivent. Et d'ailleurs, c'est souvent en déambulation. Et après, une fois que j'ai tous ces éléments, tiens, il y a de la musique italienne, tiens, il y a des miroirs, il y a des paillettes, il y a de l'or, il y a des choses, il y a beaucoup de vêtements, il y a et au bout d'un moment, je mets, j'appelle ça mon tableau de serial killer, je mets tous les éléments comme ça, et puis je me recule, comme dans le film que j'adore, Kaiser Soze, là, Usual Suspect, tu vois, et quand il regarde, il est là, il recule et il voit le tableau, il fait, oh bâtard, c'est lui en fait, tu vois. Et donc, je me recule et je regarde et je fais, ah bah tiens, ça parle de ça, ma pièce, c'est drôle. Donc une fois que mon corps a accueilli tous les éléments qui me font vibrer et que je les mets dans cette pièce, je me rends compte de quoi ça parle. Et une fois que je me rends compte de quoi ça parle, je me dis, tiens, c'est drôle, c'est vraiment une problématique qui me traverse ces derniers temps. Ah. Narcisse, qu'est-ce qui me traverse ? La vieillesse, la vieillesse des femmes. Comment vieillir quand t'es une femme tranquillement, alors qu'aujourd'hui, t'as pas le droit d'être vieille quand t'es une femme, t'as une date de péremption. Hein. Comment les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui tout le monde se ressemble et a la même gueule, le même corps, une espèce d'unité flippante. Et donc, je me rends compte qu'en fait, je suis juste... voilà, c'est la problématique, c'est un sujet qui me turlupine ces derniers temps, et j'ai besoin d'en faire une pièce pour faire la thèse, antithèse, synthèse, discuter avec moi-même, discuter avec le public, et me dire à la fin, voilà, j'ai exploré ce sujet, je passe à autre chose. Et je rebondis sur ton process créatif. Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes, où tu te dis, est-ce que tu tiens compte de la vie des gens, in fine, ou au contraire, t'en prends pas compte du tout, et tu te dis, moi j'ai envie de parler de ça, donc finalement c'est une démarche un peu auto-centrée au départ, dans le but d'exprimer pour le grand public, tu vois. Voilà, ma question, elle est, est-ce que c'est plutôt auto-centré, ou est-ce que quand tu crées et que tu as un process créatif, tu dois prendre en compte la vie du public, tu vois? Déjà, il n'y a pas de règle, je pense que c'est très personnel. Moi, je sais que mon mantra, c'est ne cherche pas à plaire aux gens. Ouais, c'est ça ma réflexion. Je pense qu'à partir du moment où tu cherches à plaire aux gens, t'es niqué. Parce que tu fais plus les choses de manière pulsionnelle et viscérale. Donc, je dirais pas que c'est auto-centré. Évidemment, ça part de toi, donc il y a une sorte d'auto-centrage, mais il y a une pulsion. Tu es habité d'une pulsion et d'un besoin de prendre la parole sur quelque chose. Après, le truc qui se transforme, c'est que
au lieu d'en faire quelque chose de, en tout cas moi personnellement, d'en faire quelque chose de très personnel, j'essaye d'élargir un peu le sujet pour que ce soit accessible au grand public, et que les gens s'identifient, s'y retrouvent et que je puisse dialoguer avec le public. Donc, tu trouves ça problématique de chercher à plaire aux gens ? Bien sûr. À quel degré ? À 100%. Donc, toi, tu te dis, il faut absolument pas 0%. que je cherche à plaire aux gens. 0%. Quand tu Ça cherches à plaire fausse aux la gens, donne, en fait. mais en fait... Après, j'ai envie de te dire, on cherche tous à plaire aux gens de manière inconsciente. Tu vois, on va pas se le mentir. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est différent. C'est gratifiant et c'est évidemment quand tu fais une pièce, tu as envie que les gens aiment. On va pas se mentir. Ouais. Je fais pas une pièce pour que tout le monde déteste et que personne vienne la voir. Le moteur, si quand tu crées, tu cherches à plaire aux gens, Ça pour moi, t'es niqué. Ouais. Okay, donc, oui, l'essence. Parce que tu vas pas t'écouter toi, tu vas écouter les autres. C'est pas les autres qui créent, c'est toi. Oui, il faut faire la part des choses. Effectivement, l'essence de la création ne doit pas reposer sur le regard des autres. Non. Mais il y a quand même une dimension sociale à prendre en compte. On fait ça pour soi, mais aussi pour que ça puisse être consommé et que ça puisse plaire. Et il y a un lien entre les deux. Ouais, mais c'est pas le moteur, je pense. Non, c'est pas le moteur. Ouais. Je suis d'accord, c'est pas le moteur. C'est pas le moteur, Mais et ça, c'est la dimension... Il faut pas l'exclure totalement. C'est juste ça. Non, faut pas l'exclure totalement, je suis d'accord avec toi, et ça, c'est plutôt la dimension stratégie business, on va dire. Ouais. Bon, bah, à un moment donné, il y a une réalité, c'est que j'ai la chance de faire ce métier-là et de créer des pièces. J'ai la chance de à la base, c'est quand même une espèce de processus hyper psychologique, tu vois, où t'as un truc qui te tracasse, t'en crées quelque chose et t'en fais une pièce de danse. Mais à la fin, faut pas oublier qu'il y a des gens qui payent pour venir voir consommer, ton travail. Ça, et c'est toute la différence. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, effectivement, qui ont cette vision-là de se dire, peut-être égocentré, pas au sens péjoratif du terme, mais littéralement, et qui, effectivement, font les choses pour eux. Ça n'est pas... Les gens ne payent pas pour consommer ce qu'ils produisent, et donc ils ne vont pas gagner, ils ne réussissent pas à gagner leur vie avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de ce côté-là ? Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que vraiment le moteur, il est de faire... le moteur et le propre de l'artiste, il est d'aller chercher ces problématiques, de ressentir. Et c'est ce qui fait la singularité d'un artiste, c'est la manière, parce qu'en vrai, on parle tous de la même chose. Hein. Personne, tu vois, quand tu décortiques, on a tous un peu les mêmes problématiques. Maintenant, c'est à quel point tu vas apporter un angle différent et personnel, parce que c'est ta singularité. Parce que Jim Morrison écrit cette chanson, c'est Jim Morrison et c'est pas Maître Gims. Mais là, ça plaît aussi aux gens. Tu vois, il faut qu'à un moment, on converge avec... Voilà, c'est ça, converger. Oui, mais pour avoir un public, il faut que ça plaise. Non, il faut que ça parle. Je suis pas d'accord, il faut pas que ça plaise, il faut que ça parle. Moi, j'ai vu des films et des pièces et des choses qui m'ont pas plu, mais ça m'a marqué. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort. Et j'ai des films en mémoire qui m'ont marqué, c'est des voyages sensoriels. Je les reverrai pas. Et j'étais pas là genre, waouh, c'était trop beau, c'était trop bien. Non, je suis juste là. Tiens, le truc m'habite encore. Et c'est comme ça que pour moi. C'est un plaisir brillant. D'être habité par quelque chose. Oui, là, on joue un peu sur les mots. Non, pas du tout. Justement. Je vais regarder un film, grosse production, je vais prendre du plaisir à le regarder. Ah, c'était trop bien et tout. Un jour après, je l'ai oublié. Il n'y a rien qui reste. Donc pour moi, c'est perdu. Tu vois, j'ai passé un bon moment, j'ai passé 1h30 cool, ça m'a distrait. Mais rien ne va rester. Et pour moi, une pièce, un film, une chanson qui te hante et qui reste, même si tu n'aimes pas forcément. Et d'ailleurs, c'est des critiques que j'ai régulièrement sur mes spectacles, où les gens me disent « Je sais pas si j'ai aimé ». Non, c'est vrai. En fait, c'est vrai que quand on va voir, il y a des gens, ils te disent je sais pas, je suis un peu hybride, je suis un peu le dernier, notamment Narcisse à la Villette. Ouais, mais sur chaque spectacle, ça m'a fait ça. Ouais. Les gens sont soit mitigés, soit très tranchés, en fait. Ils aiment ou ils aiment pas. Ouais. Ou ça leur parle pas. Et pour autant, ça veut pas dire qu'ils aiment pas les autres spectacles, tu vois. Enfin... Non, après, tu peux pas plaire à tout le monde, ça te parle pas. Mais il y a ce truc qui reste régulièrement dans mes spectacles, je sais pas si j'ai aimé, mais en tout cas, putain, j'ai traversé des choses et j'ai ressenti plein de choses. Et pour moi, c'est là où j'ai gagné, et ça m'est déjà arrivé, d'aller voir des spectacles, et j'étais là genre, je sais pas si j'ai aimé, mais j'ai ressenti plein de choses. Et j'y repense une semaine après, et encore aujourd'hui, il y a des spectacles que j'ai vus, et je suis là genre, je me rappelle de la sensation, du mood, de ce que j'ai traversé, et pour moi, c'est ça finalement, c'est ce qui gagne. C'est un peu ça, l'artiste, c'est de faire passer des émotions, tu vois. Exactement, pour moi, c'est des voyages sensoriels. Ouais.
Donc, t'aimes pas tout ce que tu regardes, mais t'as ressenti des trucs, ça te hante, ça t'habite. Et pour moi, c'est là où ça reste. Un truc qui est sympa pendant 1h30, mais que t'as oublié, j'ai pas envie. Après, je pense que ça dépend des gens et ça dépend du public. C'est très personnel, Il y a des bien gens sûr. qui vont aimer la télé-réalité, je dis une bêtise, et d'autres qui vont vouloir, ou même des livres feel-good et d'autres des romans un peu plus détaillés. Mais Ça dépend de, ton humeur aussi. ouais, et puis de comment tu te nourris, ton cerveau, de quoi il a besoin, en fait. Tu vois, il y a plein de choses qui sont propres à chacun. Donc, je pense qu'à chaque fois, ça correspond à quelqu'un. Mais Et tu ne ça peux veut pas plaire à tout le monde. Voilà, En fait, je pars exactement. du postulat que si tu plais à tout le monde, Si tu plais à Là, on est personne. d'accord. tant Là, mieux, là, tant on est mieux- d'accord. tant mieux pour toi. Là, mais et en on est fait, passé de chercher à ne plaire à personne à plaire à tout le monde. Non, il y a dans la- un juste dans le milieu. je cherche pas à plaire à tout le monde. Je dis que si tu plais à tout le monde, pour moi, si tu plais à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Tu vois il y a... Mais encore une fois, c'est personnel. Oui. Si tu plais à tout le monde, On est d'accord. c'est Là-dessus, qu'il on y est a un d'accord. problème. Moi, à un moment donné, chacun a sa On est- cible, chacun a son on est public. C'est d'accord. quelque Mais chose on est qui parti fluctue. d'un. Il ne faut pas chercher à plaire du tout. Faut pas chercher à Ah. plaire. Je change pas d'avis. Faut pas chercher à plaire. Et la notion de tu cherches pas à plaire, maintenant, à un moment donné, il y a une réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont payer pour venir voir ton spectacle. Donc, il faut chercher à dialoguer. Faut pas chercher à plaire, faut chercher à dialoguer et à rendre ton sujet et ce que tu proposes abordable, à ouvrir les portes et à dire voilà, je vous apporte ça. On en discute. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Évidemment que je préférais que les gens soient là, ah, c'est génial, on adore et tout. Mais comme je ne fais pas ça pour plaire aux gens, je fais ça parce que c'est un besoin, une nécessité. Ok, donc finalement, un artiste qui se lancerait et qui a cette vocation d'artiste et qui essaie, je sais pas, de faire des pièces, mais il n'arrive pas à percer, il ou elle n'arrive pas à percer, toi, ton conseil premier, ce serait déjà de ne pas chercher l'approbation du public ou d'un public, Mais non, bien sûr. mais que de non. continuer... Mais qu'est-ce qui fait un artiste ? Sa singularité. Merci. Voilà, c'est sa singularité. Donc aujourd'hui, bah, tu as plein d'artistes Mais qui oui, mais percent. l'un n'empêche, tu peux être singulier, mais tout en plaisant à un type de public. Mais bien sûr, Problème de micro. bien sûr. Et Mais en fait, c'est comme dans la vraie vie, tu vois. On a des gens qu'on connaît qui n'ont pas forcément de personnalité. Je peux parler quand même. Ouais. Qui n'ont pas de personnalité et qui n'ont pas vraiment de singularité, tu vois. C'est un peu fade. Enfin... Oui, mais c'est pas ce qui remplit leur frigo. Même s'ils sont fades et qui plaisent pas beaucoup. En fait, là, moi, je parlais plutôt Oui, de la mais là- dimension entrepreneuriale. Ouais, C'est-à-dire, d'accord. ce qui fait qu'elle réussit, Ouais. c'est qu'aussi qu'elle plaît à un certain public. non, Moi, je pense que c'est son Oui, authenticité mais en qui fait, plaît. non. Voilà. Mais c'est lié. Ce qui plaît, Oui, c'est que, tout en simplement. fait, je ne cherche pas à plaire. Je suis qui je suis. Voilà, Et- c'est ça. Et D'accord. après, c'est aussi. Il y a chercher à plaire et plaire qui sont deux choses différentes. ça, C'est une deux choses nuance. différentes. d'accord C'est ça là-dessus. qu'il faut Ouais, nuancer. On est d'accord là-dessus. Ouais. Et il ne faut pas chercher à plaire. Il faut après. C'est après Après que ça la vient- création que tu remets ta création dans un angle global en te disant en même temps, je suis pas là pour faire des pièces Ouais, dans pour mon moi, salon. pour, Je suis là pour juste perso, quoi, tu vois. pour les montrer aux gens. Donc, Il faut que ça leur parle. Tu diffuses, il faut que ça leur parle et tu les prends en compte à ce moment-là. Ok. Question suivante, qu'on avance un petit peu. Ouais. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont changé la donne dans ton milieu ? Eh bien, justement, les réseaux sociaux ont amené ce... Il y a deux dimensions. Les réseaux sociaux ont amené ce truc de... Aujourd'hui, tu as plein d'artistes, et encore, je vais être mauvaise, mais c'est pas que des artistes, qui plaisent, et donc qui percent. Parce qu'ils ont fait la bonne vidéo au bon moment, avec le bon truc, le machin. Et t'es là, et nous, en tant que danseurs, chorégraphes, etc., moi, j'ai déjà entendu des marques dire on va prendre tel danseur plutôt que celui-là parce qu'il a plus de followers sur Instagram. Et toi, en tant que chorégraphe, t'es là. Mais lui, il est hyper pété. Alors que lui, il est super fort. Donc, tu vas prendre le mec qui est nul, mais qui a 160 K Parce que c'est sur du Insta. marketing. Parce que oui, ils réfléchissent Parce en termes de que- visibilité. De Ouais, marketing, et ouais. pas en termes de qualité. Donc, ça a enlevé un truc profond chez les artistes. Mais tu vois, ça, c'est une vraie problématique. Parce que, alors je me fais l'avocat du diable. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis et je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Après, c'est parce qu'on a peut-être une sensibilité particulière. Quand tu dis, ce mec, il est pété. Non. C'est ton oui, Non. c'est ton rapport À un moment donné, à lui. Je suis d'accord. Je suis Y a- d'accord avec la toi. danse, il y a Mais en fait, ce qui fait que celui qui a énormément d'abonnés Perce. a percé, c'est qu'il a plu à plus de Oui. monde. Mais il a plus sur quoi ? Il y a des gens qui plaisent sur une vidéo virale. T'imagines ?
30 secondes. Une minute. Ça dépend. C'est ça dont je te parle. Ok, ça dépend. Tu vois Mais en général, ça s'essouffle très vite. T'en as beaucoup, hein, surtout sur TikTok, maintenant avec la consommation très rapide, qui vont percer et qui vont être connus pendant un an, et ensuite ça retombe. Mais t'as encore des fait. danseurs qui continuent, mais qui vont être pris sur un step, 2 steps. La danse, c'est pas 2 steps de danse. Excuse-moi, ça fait depuis que j'ai 3 ans qu'on danse. T'as des danseurs qui se butent jour et nuit à développer leur art et à développer leur technique, etc. Donc c'est pas un mec qui va te faire 2 pas de danse de 15 secondes sur TikTok, où tu vas dire... Et donc toi, tu bookes des campagnes à 150 000 euros juste parce que t'as fait ce step. Oui, parce que là, on n'est plus dans l'artistique, on est dans le business. On est dans le marketing, c'est vraiment. Complètement unfair, et c'est vraiment ce que je déplore des marques qui vont chercher des cintres. Alors, tant mieux pour eux. Mais franchement, quand t'es en plus danseur, on est souvent la dernière roue du carrosse, dans le sens où ça demande énormément d'investissement, de la dévotion, le corps, c'est énormément de travail. Donc quand t'as des gens qui arrivent et qui te font et qui sont là, qui prennent le taf de tout le monde, franchement, t'as les boules. Il y a une contradiction avec ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont réussi à percer parce qu'ils ont cherché à plaire au plus grand nombre. Oui. Et ils ont réussi à en vivre, ils ont réussi à percer. C'est toi et toi-même, et est-ce que t'es OK avec ça ? Finalement, est-ce que c'est pas du marketing de masse ? C'est ça, c'est du marketing de masse, tu vois. Alors que ce qu'on peut dire, c'est toi, t'es plutôt niché et plutôt... mais moi, j'ai eu la chance de démarrer avant les réseaux sociaux, donc j'ai pas eu besoin des réseaux sociaux pour faire ce que je fais. Et ça a développé la notion de travail. Et c'est un truc qu'aujourd'hui existe moins. On perd la notion de travail, on perd la notion d'effort, tu vois. Tu les vois, moi j'ai bossé avec les danseurs de l'Opéra de Paris, qui bossent tous les jours, leur corps, leur truc, mais même des danseurs, tous les danseurs, la plupart, quand vraiment c'est leur métier, les danseurs de compagnie et tout, les horaires, franchement, c'est une dévotion. Donc oui, quand t'as des danseurs qui s'entraînent pas, qui font rien et qui se disent « Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui ?» Vas-y. Et t'es là, franchement, ça te fout les boules. Parce que... Alors, après... Ça permet aussi, il n'y a pas que du négatif, ça a permis aussi les réseaux de rencontrer des danseurs qui étaient dans tel ou tel, à l'autre bout du monde, et de voir le talent qu'ont certaines personnes, justement, et de le rendre accessible à tous. Mais c'est comme l'industrie de la musique, tu vois. C'est comme tout, en fait, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il y en a qui en abusent, il y en a d'autres qui l'utilisent correctement. Et c'est la loi de la jungle, malheureusement, il faut l'accepter. Il y a toujours des gens qui sont là pour faire du bif, et tant mieux pour eux, mais ça fout les boules pour ceux qui se butent et qui ont un vrai talent, mais qui ne savent pas se vendre. Ouais, ça me fait penser au prochain thème, justement, entre un artiste, est-ce qu'il doit savoir se vendre ? Est-ce que finalement, c'est pas une sorte d'entrepreneur ? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il crée, mais aussi derrière, il doit vendre, il doit un peu commercialiser son Ouais, mais ça, c'est en contradiction avec ce qu'elle dit, puisqu'elle, pour elle, l'essence de l'artiste, c'est entre autres de ne pas chercher à plaire. La première. L'entrepreneur, il doit chercher à plaire quelque part. Pourquoi ? Parce que son but, c'est de faire du profit. Pour faire du profit, il doit chercher... Non, l'entrepreneur, il crée un besoin et il répond... en fait, il crée une offre par rapport à un besoin. Oui, mais dans quel but ? De faire, du profit, de vendre des prestations ou de vendre un produit. Ouais, mais c'est pas plaire pour moi. C'est juste, il a une offre, il y a un besoin en face, il répond à ce la passerelle besoin. entre l'offre et répondre aux besoins, c'est plaire à ton client pour lui répondre. Je suis pas sûre. Ah oui. Non, t'as un besoin, tu réponds à ce besoin, mais ça veut pas dire que tu plais. C'est juste un besoin. Oui, après ça c'est de la sémantique. Oui, mais plaire, il y a quand même un truc de séduction. De toute façon, je veux dire, dans l'entrepreneuriat et l'artistique, à la base, il y a un monde qui les sépare. Après, la réalité fait que si tu veux vivre de ton art, t'es obligé il va falloir trouver une dimension business et entrepreneuriale. Forcément. Est-ce que ça implique de sortir de l'artistique ? Tu vois, c'est ça aussi qu'on pourrait poser. C'est 2 métiers différents, tu vois. Et un artiste, à la base, c'est pas son métier. C'est pas son métier de se vendre. Il aime pas d'ailleurs, tu vois. Et il n'aime pas. Et moi, si j'étais pas bien entourée et que j'avais pas eu aussi de la chance, ça veut dire les bonnes rencontres au bon moment, etc. Je suis vraiment le contre-exemple et tous mes potes le valideront. Je déteste me vendre. Je déteste aller serrer des mains, aller au bon endroit, au bon truc, il faut que tu sois là, machin. J'ai toujours même été en lutte contre ça. Aujourd'hui, je l'accepte parce que je m'ouvre, et Bérangère ici présente, à la base je suis pas très sociable et très timide.
Et elle me disait, mais ce soir, faut que tu parles à 3 personnes différentes. Tu te souviens ? Ouais. Donc voilà, donc c'est déjà un truc. Des petits challenges comme ça. C'est un truc qui est compliqué. Et je pense que moi, je connais beaucoup d'artistes qui sont. C'est 2 métiers différents. Et quand t'es trop dans tes. Quand t'es artiste, c'est aussi un moyen d'exulter. Moi, je vois ma sœur qui est dessinatrice, illustratrice. C'est pas quelqu'un de sociable. Parce que tu ressens des choses et que t'as un médium et un vecteur pour parler de tes ressentis. Mais je pense que si tu étais hyper... bah ouais, tu serais peut-être dans l'entrepreneuriat plutôt que dans l'artistique. C'est qu'il y a quand même un truc qui merde chez nous, socialement, de pas savoir s'adapter de manière normale au monde. Tu vois, et qu'à un moment donné, c'est trop, et qu'à un moment donné, Est-ce que c'est pas plutôt des intérêts divergents ? Parce qu'effectivement, l'entrepreneur, lui, c'est le profit, c'est l'argent, et en fait, c'est un peu... Enfin, pas forcément, parfois, il peut vouloir du sens aussi, tu vois. Et finalement, l'artiste, lui, il veut créer, il veut faire juste vibrer... parce que l'artiste, il peut pas faire sans. Ouais. Non, l'artiste, il peut pas faire sans. Il y a une dimension qui n'est pas prise en compte, c'est que, et c'est ce que je te disais au début, je pense que si ça avait pas, et c'est pas un mythe, si j'avais pas dansé, si j'avais pas créé, vraiment, je pense que j'aurais fait de la merde de ma vie. Tu vois. Et à quel moment, du coup, tu as switché ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de posture, justement, sur l'aspect business, de derrière comment on développe son art, comme tu disais, parce que derrière, il faut en vivre. Bah c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, j'ai la chance de faire ce métier. Ouais. Et j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie avec ce métier. Et tu te rends compte à quel point c'est une chance. Parce que tu as besoin... J'ai fait un solo il y a un moment donné qui s'appelait Massacre, et c'était sur le processus de création. Yes. Et sur cette chance et en même temps ce conflit interne, parce que je peux pas faire sans. J'adore créer, et en même temps, des fois, je voudrais ne pas avoir ce truc-là parce que c'est trop, c'est des tripes tout le temps. C'est compliqué c'est compliqué ce métier. T'es tout le temps en train de te mettre à nu, t'es tout le temps en train d'aller chercher à l'intérieur. T'es là, tu crées des pièces et après t'es mangé en pâture par le public qui va dire j'aime pas, c'est nul, oui, bouh, ah super, ouah. Enfin, t'es là genre mais pourquoi je fais ça ? Moi à chaque fois, après chaque pièce, j'ai envie d'aller travailler dans un café, faire des chocolats chauds et des cafés. Oui bonjour, vous voulez un double allongé ? Oui, alors comment ça s'est passé aujourd'hui ? Bah oui, ça fera 3,50 €, merci beaucoup. Ouais, le feedback il est violent. Et tu fermes la porte et ciao. Mais en fait, tu passes ton temps à te mettre en danger, à aller chercher. Enfin, c'est dur, c'est un métier qui demande beaucoup de personnel. Ouais, comment tu arrives à passer outre ça, justement, ces feedbacks après des pièces ou est-ce que tu passes outre ? Alors, comment tu passes outre ? Tu veux pas chercher à plaire aux gens. Bah oui. Et à un moment donné, quand tu veux être raccord avec toi et avec tes sensations et avec ce que t'es, et d'être aligné et droit dans tes bottes, et te dire, là, je fais ça, j'ai besoin de parler de ça. Je veux le faire comme ça. Et c'est comme ça que je vais en parler. Et c'est pas pour plaire aux gens, c'est parce que c'est ça que j'ai dans la tête et c'est cette vision-là, et que tu vas au bout de ton truc. Bah et que t'en fiches, du coup, en fait. tu es satisfait de ce que tu as fait et tu es content parce que t'es allé au bout de ta vision. C'est beaucoup plus facile de recevoir des avis critiques parce que tu es là genre, ok, je suis content de ce que j'ai fait. T'as pas aimé, ok, vas-y, pourquoi ? Ok, bah oui, je comprends. Ah, ça c'est intéressant. C'est vrai que j'aurais pu développer cet axe-là. Alors que quand tu fais quelque chose pour plaire aux gens, que tu crées pour plaire aux gens, mais quand les gens, ça leur plaît pas, mais ça te démonte 1000 fois plus. Ouais, grave. Puisque tu as cherché à leur plaire. Ouais, et moi, au-delà de ça, oui, je suis en partie d'accord, mais il y a un truc aussi, je pense, chez toi qui a fait la différence, c'est que, et je pense que ça, c'est des traits de personnalité, tu as une certaine assurance. Moi, je te connais pas personnellement, mais à la façon dont tu t'exprimes, tu es assez sûr de ce que tu dis. La conviction. Même sur la forme, voilà. La conviction. Dans ta façon de parler, ça, je pense que dans un milieu qui est très concurrentiel, qui est à cheval entre l'artistique, l'entrepreneurial, ça fait partie, je pense, des qualités qui font que tu arrives dans les peut-être 0,1% mais de j'étais pas comme ça avant. Ouais. Aujourd'hui, j'ai ça parce que j'ai eu des victoires. Parce que j'ai pris une confiance en moi, parce que j'ai booké des jobs de ouf, parce que il y a des gens qui ont reconnu mon travail, parce qu'aujourd'hui, je peux remplir 3 dates à la Villette, à la Grande Halle, et que c'est complet, et que cet artiste t'a fait confiance. Ah bah on t'appelle, et au bout d'un moment, c'est ça qui fait que ah ok, donc c'est bien ce que je fais, et ça plaît. Ah, je me rends compte que mon travail plaît. Donc l'assurance est venue gratifiant. du fait d'avoir L'assurance, réussi à... elle vient parce que tu marches. Tu marches,
Je pense parce que tu développes... Alors, il y a marché et marché. Il y a marché, comme on disait, de manière éphémère. Tu vas percer sur TikTok, tu fais une vidéo, et puis dans 2 ans, t'es plus à la mode, c'est fini, bisous cœur. Ouais. Bon, j'espère que t'as placé ton argent et que t'as pensé à une reconversion. Et il y a marché parce que t'as développé ta singularité, pardon. Que tu as des convictions, que tu es chargé et incarné en tant qu'artiste, et que c'est quelque chose qui t'anime et tu peux pas faire sans. Donc tu développes ton artistique et tu pousses. Et là, si tu marches, c'est quelque chose qui va être plus long dans la durée, qui va s'installer parce que c'est concret, parce que c'est vrai, parce que c'est solide. Moi, c'est ce que j'essaye de développer. En faisant les choses pour soi, en s'écoutant et en étant aligné avec ce que t'es, tu développes ta singularité parce que tu es raccord avec ta personnalité, avec tes goûts, avec tes sensations, avec tes émotions, et tu te dis, c'est là où je veux aller, je sens que je dois aller là. Ouais, mais ce serait bien si tu mettais un petit peu plus de ça. Ouais, mais en fait, moi, je sens que c'est là où je veux aller. Tu perds des gens, t'en rattrapes d'autres, mais t'es aligné avec ce que t'es. Donc, tu sais défendre, à partir du moment où tu es aligné avec ce que t'es, tu peux défendre ton travail. Là où, quand tu cherches à plaire aux gens, tu peux pas le défendre parce qu'en fait, tu cherches à plaire aux autres. T'as pas de conviction, t'as pas pas ancré, de conviction, en fait. t'as pas d'argument, t'es pas ancré, tu vois. Ça t'est déjà arrivé de refuser des contrats par rapport à quelque chose qui te corresponde pas, justement? Ouais. Mais on bâtit une carrière sur les refus, je pense, tu vois. Parce que si t'acceptes... Sur le non, quoi. Sur le non. Ouais, comme dans le commerce. C'est là où tu dessines tes trucs. Ouais. Ça me parle. Ça me parle. Et c'est là où tu dessines ta singularité et ta carrière. Bah, je vais pas travailler pour tel artiste, j'aime pas ta musique, j'ai pas envie, je vais pas réussir à en faire quelque chose. Non, ça, ce plan-là, je vais pas l'accepter parce que ça me correspond pas. Et c'est là où tu... Il y a une forme de valeur là-dedans aussi, et d'estime de soi, je pense, non, qui encore une fois, il y a une forme de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît, en quoi je... Et étant donné que c'est de l'artistique, moi, je travaille, mon moteur, c'est le plaisir. C'est ça. C'est le kiff. Et je pense que si je kiffe pas, je fais pas du bon travail. Et ça m'est déjà arrivé d'accepter un plan pour la thune. Et en fait, je suis là genre, ah ouais, mais la musique, je l'aime pas. Ah ouais, mais le truc, j'aime pas. Et j'étais là genre, bah au final, j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai même pas aimé cet argent. J'étais là genre, je l'aime pas cet argent parce que j'ai pas aimé le truc, tu vois. Et il y a rien de plus beau de se dire, ça, je l'accepte. Parce que ça me fait vibrer, parce que je kiffe, et du coup, tu es content d'être payé. Il y a un truc de justesse et de valeur qui est bien placé. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas aimé après coup, concrètement ? Bah, j'aimais pas la musique, j'aimais pas ce qu'il fallait que je défende. C'était pas en adéquation avec mon ADN, tu vois. Et au final, bah, ce que j'ai délivré, j'étais pas fière de ce que j'ai délivré. Donc, c'est pas agréable de pas être fière de ce que tu proposes. Okay, oui, après, pour les suivants, tu sais, t'anticipes. Tu dis, bon, bah ça me parle, et donc c'est comme ça aussi que tu dessines ta carrière. Tu fais des mauvais choix, puis après tu dis, bah ça, je vais pas le refaire. Aussi. Elle se joue là. Ouais. Et c'est dans ce sens-là où je te dis, il faut être connecté en tant qu'artiste à ce qui te parle, à ce que t'aimes, et à la rencontre, et à la justesse de ton ressenti et de la personne que tu as en face. Mais finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Moi, s'il y a un client que je sens pas, ou je me dis il va être trop chiant, ou je vais pas prendre le deal, en fait. Tu vois, il y a un moment donné... non. Si tu te dis, là, il y a plein d'argent, mais en même temps, ce qu'il veut en faire, c'est des mauvais matériaux, c'est de la merde, c'est pas placé au bon endroit, c'est risqué. Ouais. Et puis même, tu peux faire un business, mais tu as des valeurs intrinsèques en tant que personne. Et en fait, si ça correspond pas à ça, tu valides pas, tu vois, c'est juste ça. Et... C'est juste que tu dis, c'est les valeurs. On a chacun des valeurs différentes. Il n'y a pas à juger. Moi, j'ai mes valeurs. Et il faut que le travail que je fais corresponde à mes valeurs. Et c'est ça le plus important, et c'est ce qui fait que je vais être alignée et droite dans mes bottes. Je suis d'accord sur l'alignement. Beaucoup effectivement, de gens qui cherchent. Après, parfois, certains n'ont pas le choix. Tu sais, les gens, ils ont besoin de vivre, donc de gagner de l'argent, et donc ils font des métiers avec lesquels ils ne sont pas alignés. Oui et non. Comment il s'appelle celui qui fait Kaamelott ? Astier ? C'est lui qui disait dans une interview, à un moment donné, si t'es pas heureux dans ton taf, et que ça fait 30 ans que t'es là, bah faut avoir le courage de quitter ton travail, machin et tout. Il faut avoir les moyens de quitter ton travail. Ça, c'est des phrases qui sont faciles. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est une histoire de choix. Moi, il y a un moment donné, je gagnais pas un péco. Ça a très bien marché pour moi. Et puis, à un moment donné, ça n'a plus marché. En tant que danseuse ? En tant que danseuse. Ouais. Je gagnais pas un rond. Ça veut dire... Je faisais mon canapé pour trouver des pièces, pour aller m'acheter une demi-baguette de pain.
Je me faisais des pâtes avec le fromage carré orange, là, tu vois, pas cher. Le cheddar. Mes copines qui travaillaient me ramenaient les plateaux de catering. Le catering, c'est la cantine, La entre cantine, guillemets, ouais. sur les plateaux télé. Elles faisaient des plateaux télé. Et elles me ramenaient. J'avais tellement honte. C'était trop mignon, mais en même temps, c'était hyper gênant. Genre, on t'a ramené le plateau de fromage de l'émission de télé. J'avais pas de genre. J'allais à la banque. Moins t'as d'argent, moins t'as d'argent. J'allais à la banque. Oui, mais là, vous avez un découvert, donc on va vous enlever ça, ça, ça. Et tu sais, genre, mais comment voulez-vous que je me refasse si à chaque moins j'ai d'argent, moins j'ai d'argent. Je rentrais chez moi et je pleurais et j'en pouvais plus parce qu'en fait, je m'en sortais pas. J'ai créé mes premiers shows Chaud, ouais. dans la rue, sous les pots d'échappement, en bouffant un demi-burger, en ayant 0 thune, de la détermination, de l'amitié et en me reconnectant à moi, ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire, de quoi je veux parler. T'as plus de thunes, t'as plus rien à perdre, tu fais ce que t'as dans le cœur. Swagger, ça a cartonné et ma carrière s'est relancée comme ça. C'est à ce moment-là que tu as commencé à en vivre. C'est à ce moment-là Il y a eu un switch. que j'ai trouvé. Avant, je vivais de ma passion, mais j'étais interprète et je dansais pour un T'étais tel, danseuse. machin, tu vois. Je choisissais pas trop. À partir de Swaggers, j'ai développé ma personnalité, ma singularité. Parce qu'en fait, je cherchais plus à plaire. En fait, je me disais, moi, je veux kiffer. Ok, j'ai plus de thunes, au moins, je vais faire des trucs qui me font kiffer. Donc, j'ai développé ma singularité, ma personnalité. Je suis arrivée dans le milieu hip-hop avec un groupe exclusivement féminin, avec une corporalité qui n'avait pas été faite encore. On a commencé à gagner des concours, et de fil en aiguille, t'as Madonna qui t'appelle et qui te demande de venir sur sa tournée. Et puis, et quelle gratification personnelle en disant, j'ai cherché à plaire à personne. J'ai juste cherché à me faire kiffer et à aller chercher qui j'étais réellement en tant qu'artiste. Qu'est-ce que j'avais à dire, comment j'avais envie de prendre la parole, comment j'avais envie de danser vraiment. J'avais plus rien à perdre, donc j'ai fait qui j'étais vraiment. Et c'est là où ça a marché. Et c'est là où ça reste. Et finalement, en fait, tu as eu un switch entre danseuse, interprète, comme tu disais, et chorégraphe. Le switch, il est arrivé après Madonna. Ouais. Vraiment. Ouais. Où j'en ai eu marre de subir parler un pour peu. d'autres chorégraphes, Ouais, pour d'autres, ouais. où leur matière me plaisait pas forcément. Et donc, j'étais plus toute jeune, j'avais déjà 33 ans, tu vois. Je me suis dit, vas-y, il est temps, je vais faire mon truc, ma danse, j'ai envie de créer mon objet à moi, quoi. Et finalement, meilleur choix. Meilleur choix. Ouais. Et pareil, j'ai failli arrêter la danse. Ouais. Tu vois, c'est toujours dans des situations extrêmes. Je rentre de Madonna, j'ai plus goût à la danse, je suis là, ça n'a aucun sens ce que je fais, j'arrête. Et là, pendant 1 an après Madonna, donc j'avais créé Swagger, j'avais déjà trouvé un peu ma singularité. J'arrive sur Madonna, je rentre, j'arrive plus. Je suis dans une impasse. Et pendant 1 an, j'essaye de me reconnecter à qui je suis et à trouver vraiment encore aller plus loin dans ma façon de danser, ce que j'ai vraiment envie de dire, comment je vais vraiment danser. Et au bout de ça, où je travaille pas beaucoup, mais j'avais fait Madonna, donc j'avais des réserves. Et parce que c'était bien payé. Et ben derrière, je trouve ma personnalité encore en tant que chorégraphe, vraiment, en tant que danseuse, comment je danse, et c'est là où je vais exploser derrière. Il y a Stromae, il y a Christiane de Queens, il y a Resist, il y a tout ça, quoi. Ouais, ce qui est intéressant aussi souvent, c'est que le switch, il se fait quand les gens sont au pied du mur. Exactement. C'est quand t'écoutes les histoires, les réussites. C'est quand c'est vraiment clair, t'as c'est plus, dans le bad, en t'as fait, plus rien quand à t'es dans perdre. la difficulté, vraiment, Mais que c'est tu ça. vas chercher au fond, quoi. T'as plus rien à perdre, donc est-ce que le fait d'avoir un peu de sous, d'être dans une industrie où tu vas pas chercher... Quand t'es dans ton confort, oui, quand t'es dans ton confort. c'est pour ça que voilà, les gens qui ont une situation agréable, t'en as qui sont dans des prisons dorées, qui ont une vision artistique, mais qui sont dans un travail alimentaire et un certain confort, ça les freine finalement dans leur réussite. C'est très difficile de lâcher. Il y a des schémas d'insécurité, mais de faire la place, tu vois, de vider justement et de pas remplir. Tu vois, par exemple, dans le milieu artistique ou dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir des gens, ils prennent plein de contrats parce qu'il faut remplir le frigo, il faut accumuler le côté financier, tu vois. Et en fait, finalement, de ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une notion de vide, de faire de la place pour laisser les bonnes opportunités mais c'est arriver, hyper important en tant qu'artiste. Et tu as ce truc-là où tu te dis, ça marche trop bien. Je rebondis, et en fait, et ça c'est ma sœur Margot qui m'a dit à un moment donné, il va falloir que tu fasses des pauses, et ça fait partie de ton travail, c'est de monétiser
les arrêts. En tant qu'artiste, il faut que tu t'arrêtes. Ouais. Que c'est très énergivore de créer. Tu utilises le corps, l'esprit, les émotions, enfin, t'en mets beaucoup. Donc, à un moment donné, t'arrêtes. Tu te poses, tu reviens dans la vie, tu fais rien, tu vis. Tu te remplis, tu te renourris, tu te réinspires. Et ça, c'est essentiel à ton travail d'artiste. Donc, tu peux pas travailler en continu et créer tout le temps. Parce qu'à un moment donné, t'as plus le renouvellement, la ressource et l'inspiration. Ouais. Mais tu te rends compte que c'est des moments où tu travailles bas, mais qu'en fait, ça fait partie de ton travail si tu veux perdurer. C'est qu'il faut savoir t'arrêter. Finalement, ça fait partie du processus créatif. Ça fait partie du processus créatif. De rien faire et de laisser la place, en fait, de vider. Tu crées. Quand j'avais fait mon solo sur le processus créatif, je m'étais rendu compte que t'as une idée, t'as une inspiration, paf! Oh putain, je vais faire ça. Tu mets en place le processus créatif, tu montes dans la dimension, dans la sphère cérébrale, tu montes là-haut, t'es un peu déconnecté du monde parce que t'es tout le temps dans l'imaginaire et dans la 4e dimension. Ouais. Et puis finalement, tu vas le concrétiser, tu passes par plein d'étapes, de doutes, de machins, on n'en a pas beaucoup parlé, mais... Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu délivres ta couche. J'avais d'ailleurs comparé ça à la grossesse et à la gestation parce que tu as envie de faire un enfant. Tu fais l'amour, c'est génial. Et puis ça grossit, tu as des doutes, tu as peur, tu as mal, et puis tu accouches. Et derrière, tu as le postpartum. Et puis à un moment donné, tu es en convalescence. Tu es en convalescence. Il faut que tu redescendes, que tu te reposes et que tu te calmes et que tu partes en vacances. Et après, que tu te remettes dans la vie. Et tu te remets dans la vie et tu fais des choses simples. Tu coupes des légumes, tu vas voir des potes. Tu lis un bouquin, tu te balades. Et là, ça y est, t'es réaligné, t'es dans le corps, t'es dans la matière, tout va bien. Paf, il y a une idée qui revient et tu reviens dans ce processus créatif. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des pannes, justement, de créativité, ou genre, il y a une panne de... J'ai plus d'idées. Ouais, bien sûr que ça t'arrive. Alors après, comme je fonctionne pas en termes de... il faut que je trouve des idées. Oui, ça vient quand ça vient, quoi. Ça vient quand ça vient. Tu mets pas de pression. Je me mets pas de pression. T'as des pressions quand tu bosses et que tu dois rendre des comptes à des clients et que du coup, là, il faut que tu me crées un truc. Mais si t'es en adéquation avec le projet, bon, en général, ça va. Ça peut t'arriver de pas avoir trop d'inspi, mais t'as quand même, avec l'expérience, un moyen de pallier ça. Maintenant, des fois, t'as ce truc où En fait, c'est les deadlines aussi qui font que tu peux avoir des pages blanches. Il faut que je fasse une créa l'année prochaine. Il faut que je le fasse. C'est ça. C'est comme les artistes aujourd'hui, l'industrie de la musique, il faut faire un album. C'est pour ça que je pense à ça. Tu fais pas un album, tu fais un album parce que tu as l'envie et que là, tu as envie de parler de ça. Finalement, ça devient un business et du coup, c'est un truc récurrent, même pour les bouquins. La passoire, les bouquins, tu as écrit un bouquin. Faut que tu refasses un deuxième bouquin. Le deuxième, le troisième. Attends, si j'ai pas l'inspi, Tu vois, c'est ce qui, ça dégrade un peu après le process de création. Mais souvent, quand tu as une série qui a très bien fonctionné, une saison de série qui a très bien fonctionné, ils disent il faut absolument que je fasse la saison 2 parce que la 1 a bien fonctionné. Et souvent, c'est moins bien la 2 d'ailleurs. Déceptif. Et après, effectivement, quand je pense ça bien. Bref, là, tu l'as vu, la Bref 2. Voilà, celui-là, il a cartonné. Parce qu'effectivement, je pense que ça vient. vient. 10 ans après. Mais c'est 10 ans après. Mais c'est venu. Il a eu un besoin de Voilà, c'est ça. C'est venu d'une envie et pas d'une. Et puis d'expérience de vie. En fait, pour raconter des choses, même en tant qu'artiste, il faut vivre des choses. Vivre. Si tu vis rien, si tu vis rien, t'as rien à raconter. Et on te demande pas d'avoir une vie dramatique. On te demande juste de vivre des choses. Pour moi, être artiste, c'est avoir un point de vue sur le monde. Tu vois, même si t'es tout seul en autarcie, à un moment donné, comment tu veux créer. Être artiste, c'est avoir un certain angle et un certain regard sur le monde qui t'entoure, en fait. C'est pour ça que dans l'autocentrage, je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où c'est parler de ce qui t'entoure, mais avec ta vision personnelle. Avec ta singularité, tu vas parler de la manière dont tu vois le monde. Et puis, tu vas en discuter avec le public. Donc, il y a quand même une dimension d'échange dans l'artistique. Quand je disais auto-centré, c'est plus le côté ça part de toi, en fait. Tu vois, ça part de toi, mais en fait, c'est ton regard sur le monde. Donc, c'est le monde qui t'entoure aussi. Tu vois clairement, Il y avait un sujet dont tu voulais parler, toi, le ghosting professionnel. Oui, parce que moi, dans mon domaine, je note souvent, on en a parlé, de ghosting professionnel, des gens que, tu sais, ils répondent plus au téléphone dans le bâtiment, soit des électriciens, des gens qui font des travaux, ou même, j'ai un pote qui est dans les RH, les gens disent « Oui, le poste m'intéresse », et puis après, ils te donnent plus de nouvelles, tu vois. Alors, en général, tu dis rien si ça t'intéresse pas, mais là, ils sont vraiment intéressés, puis après, ils répondent plus du tout. Est-ce que dans le milieu artistique, dans la danse, quand tu travailles avec des gens, ça arrive aussi ou... Ça arrive avec des clients. Au début, ça m'arrivait pour des appels d'offres
où tu as des boîtes, c'est souvent pour des clips ou des trucs comme ça, ils te disent bon, on a un clip qui arrive, est-ce que tu es OK pour le faire? C'est pour ça, tu fais ouais, OK, grave. Et puis tu n'as plus de news. Et après, tu te rends compte qu'en fait, c'était un appel d'offres, c'est-à-dire que... il a utilisé tes services, en fait. Il propose une idée avec ton nom, et au final, il n'a pas eu l'offre, donc il va même pas te dire qu'il l'a pas eu. Avec l'expérience, tu es là, tu dis, c'est un appel d'offres? Non, merci, je le fais pas, ou alors, voilà. Je réponds plus aux appels d'offres. Ouais. Parce qu'eux sont payés pour, en général, ils sont dans des boîtes de production, ils sont payés tous les mois, donc ils répondent aux appels d'offres. Toi, quand tu travailles sur le projet, t'es pas payé. Donc t'es là, bah frérot, tu mets mon nom et j'ai travaillé pour ton truc, tu me préviens même pas que t'as pas eu l'offre. Donc avec l'expérience, t'apprends à déceler ça et tu dis un appel d'offres, hein, bon, ok. Il y a ça, et après, donc ça m'arrive plus parce que l'expérience fait que, voilà. Le fait d'avoir une certaine popularité aussi, tu penses que t'es pas un peu plus protégé de ce type de comportement que des petites jeunes Mais forcément. qui... je le vois moi avec la façon dont j'ai grandi. Au début, ils font ça, puis aujourd'hui, parce que tu as un petit nom, quand même, ils te préviennent ou ils vont pas agir de la même façon, tu vois. Et puis après, tu as du ghosting, je dirais, c'est du ghosting de financement, de choses comme ça. C'est plus pour ma compagnie perso, tu vois. Tu as eu besoin de financement sur certains projets? Tu as toujours besoin. Pour mon projet personnel, en fait, j'ai mon projet... mes projets personnels, mais avec des clients. Quand je travaille avec... donc, je le dis de manière très entrepreneuriale, mais c'est quand même ça. Je travaille avec des chanteurs, pour des films, pour des comédies musicales, pour de la mode, pour plein de choses. Plein de domaines, ouais. C'est des clients, même si je choisis et qu'on a une relation artistique et que c'est pas juste... Il y a toujours une rencontre, un truc. Mais c'est des clients. Et après, j'ai mes projets perso, ma compagnie de danse, je crée mes pièces, c'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est là où je perds des points de vie. Parce qu'en fait, il faut aller chercher des subventions, il faut être soutenu parce que ça coûte très cher, il faut payer les danseurs, la masse salariale, ça coûte très, très cher. Les salles de répète, ouais. Non, parce que les salles de répète, en général, tu as des résidences. C'est pas le plus dur d'avoir. Ouais. Tu as des résidences, mais des fois, c'est là-bas, donc il faut payer les billets de train, des hébergements, la nourriture. Ce qui coûte le plus cher, c'est la masse salariale, payer tes interprètes. C'est pour ça que beaucoup commencent avec des solos, parce que tu te payes pas, tu fais ton solo. Voilà. Et c'est tes clients qui te permettent, du coup, financièrement, de aussi pouvoir assumer ce qui te plaît d'un point de vue artistique, personnel? C'est parce que, à côté de ça, je gagne ma vie, que je peux me permettre de faire tes créations. De faire mes créations et de moins bien gagner ma vie et de perdre des points de vie. Aujourd'hui, je me paye. Mes premières créations, je ne me suis pas payée. J'ai investi de l'argent aussi. Je payais les costumes, je payais les salles de répète. J'ai essayé de sortir des sous, je payais les trains, je payais tout. Tu vois, je payais les choses. On ne se payait pas, nous. Swagger, c'est les premières. On a créé 1 heure de spectacle. On n'a jamais été payé en répète. On a fait plus de 100 dates. On a tourné en Asie, dans le monde. On est devenue intermittente grâce aux dates de diffusion. Pour la création du spectacle, on n'a pas touché un rond. Ça a été un investissement personnel. Et parce qu'on était un crew et qu'on était des amis, que ça a pu fonctionner. Tu peux plus faire ça avec des danseurs. Tu leur dis, je fais une pièce, vous n'êtes pas payé en répète. Oui. Non. Tu vois. Et comment ça se finance, en fait? Qui tu vas chercher? Et alors, en fait, tu es une compagnie, donc c'est associatif. Ouais. Tu as ton association pour ta compagnie de danse et tu cherches des subventions. Donc, c'est soit d'autres théâtres ou des centres chorégraphiques nationaux qui vont te coproduire. Donc, tu vas aller voir tel centre chorégraphique, Créteil, Midi-Kercouche, voilà, j'ai cette nouvelle création, ok, ça me parle, je vais coproduire ton spectacle, je te mets à disposition mes studios de répétition, et éventuellement, je fais de la diffusion. Tu as des lieux qui font de la diffusion, donc par exemple, la scène nationale de Cergy, je mets des sous, je te mets à disposition un lieu pour faire de la résidence, et en plus, je t'achète des dates, donc tu vas le jouer, ton spectacle, dans mon lieu. Ça, c'est super. Donc, en fait, c'est de la mutualisation de lieux existants. Et puis, tu as aussi la DRAC, tu as la DAMI, tu as plein de... t'as plein d'organismes. Tu as plein d'organismes qui aident le spectacle vivant et c'est de l'argent public que tu n'as pas à leur rendre. Ok. Et toi, en tant que chorégraphe, donc tu fais quoi? Un business plan? Tu vas du coup vendre déjà, là maintenant? Déjà, tu essaies de comprendre le système parce que tu es chorégraphe et tu n'es pas administrateur, producteur. Ouais. C'est 2 métiers différents. Ah, c'est clair. Donc, moi, étant donné que j'ai la flemme, parce que c'est pas mon fort et que je suis vraiment dans une dimension un peu différente, j'ai des gens qui m'aident et qui m'accompagnent et qui aujourd'hui sont payés. Et ils vont chercher des subventions et on monte un dossier de production. On va chercher des financements pour pouvoir faire une pièce.
J'ai des gens qui me suivent depuis longtemps, comme la Villette. Après, tu fidélises. Il y a des gens avec qui je m'entends très bien, qui ont toujours été là depuis le début. Bah, tu continues avec eux et ils te suivent. Et c'est un rapport de confiance et de fidélité aussi, parce qu'en fait... Eux, ils investissent et ils font un peu un pari sur ta pièce ou sur c'est des coups de cœur artistiques. Tu vas soutenir un artiste. J'aime tel artiste, il me parle, bon, bah, je vais le soutenir. Et après, quand les entrées, ils se rémunèrent sur les entrées ou... Ah bah bien sûr. Ouais. En totalité. La Villette, ils vont me donner de l'argent. Pardon. Ils vont coproduire le spectacle. Après, ils vont remplir leur salle. Il y a les entrées, donc c'est là où ils récupèrent aussi de l'argent. Mais c'est quand même un investissement... de départ. De départ et un soutien... financier, ouais. Financier. Après, ils ont des aides, etc. Bien sûr. Il y a des aides de l'État. C'est principalement des aides de l'État. Ok. Oh, c'est intéressant. Toi, tu as un mode de vie où tu bouges beaucoup aussi. T'es ouais. T'es pas très sédentaire, Non. Je bouge énormément. Alors après, j'essaye de... Tu es un peu nomade. Non, c'est j'ai nomade beaucoup, entre guillemets. Beaucoup bougé. Non, mais c'est pas une critique d'être nomade. Mais j'ai un point d'attache et d'ancrage qui est la Basse-Normandie. J'habite là-bas, en Basse-Normandie, avec mon fils. J'ai un pied-à-terre à Paris. Je suis obligée parce que je suis quasiment à 50-50 Paris-Normandie ces derniers temps. J'ai beaucoup bougé dans le monde entier. Maintenant, j'arrête parce que j'ai un enfant, que je suis mère de famille et que j'ai 43 ans et que ça me fatigue. Et donc, ça dépend des projets. Là, je vais pas mal voyager. Il faut que j'aille à Montréal, à Berlin. Bon, ça vaut le coup. Mais ça fait partie de ma vie, effectivement, dans de ta vie bouger. Perso, amoureuse, ça a été... Alors, ça a pu me poser problème. Il y a longtemps, j'étais avec un mec qui était psychiatre et qui comprenait pas, en fait, en dehors du fait de bouger beaucoup, le fait de ne pas planifier. Dans 6 mois, on part là. Moi, avant, c'était... Mais je ne sais pas où je vais être dans 6 mois, donc me parle pas de vacances. On part après-demain, si tu veux. Tu vois, moi, j'étais plutôt du genre... On part là ? Vas-y, j'ai une semaine de libre. On se barre. Mais pour les moldus, comme je les appelle avec beaucoup d'amour, ils comprennent pas, tu vois. Faut poser tes vacances, anticiper. 6 mois avant, 6 mois avant. Carré et tout. Nous, dans la danse, on était là genre... je sais pas où je vais être dans 2 semaines. Donc, en fait, ça pose problème dans ta vie amoureuse. Puis, j'ai rencontré le père de mon fils, qui était artiste aussi. Je l'ai rencontré sur la comédie musicale Résiste. Donc, génial, parce qu'il comprend. Et on a le même rythme de vie. Génial et pas génial, parce qu'en fait... ça peut être encore plus compliqué, puisque chacun... En vrai, on a vécu en parallèle depuis que mon fils est petit. On a vraiment vécu ensemble pendant le confinement. Mais avant ça, c'était je pars en tournée, super, je reviens. C'est moi qui pars, salut. C'est toi qui pars, c'est moi qui pars. On était déjà en garde partagée, alors qu'on était ensemble. Bon, et finalement, on s'est séparés. Et aujourd'hui... clairement, quand je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui accepte et qui La séparation, comprend. ça n'avait rien à voir avec la différence de mode de vie ? Non, la séparation, ça a à voir pour plein d'autres choses. Après, peut-être que tu vois, le confinement et le fait de finalement se retrouver H24 ensemble, on s'est dit, comme les retraités, finalement. Finalement, peut-être qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Comme un quart des couples en région parisienne tu vois, qui ont dû se supporter. Et ouais. Bon, il y a X raisons, mais en fait, on n'était jamais ensemble. Donc oui, c'est un truc à prendre en compte et puis de toute façon, moi, le côté voir la même personne tous les jours, le quotidien, la routine, c'est pas ma vie. Donc la vie de famille traditionnelle, ou c'est quelque chose qui te convient pas ? J'adore, je l'envie, mais je pense que profondément, j'ai pas ce truc-là. Et je pense que profondément, j'adore, ça me fait rêver. Waouh, la maison, le mec, les potes. De l'extérieur, tu vois, j'ai toujours ce truc de j'en rêve et en même temps j'arrive pas. Et en même temps, j'y arrive pas. On a un dîner la semaine prochaine avec un tel et tout. Ouais, trop bien, c'est super. Tout est planifié, tout est organisé. On mange ça dans 3 jours. J'ai jamais vécu comme ça. Donc en fait, je pense que j'ai besoin de spontanéité. Ouais. Encore une fois, j'ai besoin et ça, on peut dire, tu vas peut-être dire que c'est égocentré et égoïste, mais j'ai besoin d'être à l'écoute de mes envies. Je pense qu'on est tous égoïstes à un certain degré, Bien on sûr. va pas se mentir. Mais j'ai besoin d'être à l'écoute de mes envies, et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de manger ? J'ai pas envie de manger aujourd'hui. Ah là, j'ai envie d'un bon poisson frais, tu vois, et je fonctionne comme ça, je suis très à l'écoute de mes envies.
Donc, c'est compliqué de prévoir parce que je ne sais pas dans quel état je vais être dans 2 semaines. Mais moi, je dirais que c'est une forme de liberté plutôt qu'une forme d'égoïsme. En fait. Je me sens très libre, mais ta liberté démarre là où celle de l'autre s'arrête. Enfin, ta liberté s'arrête là où Pour démarre être la libre, liberté de faut être l'autre. un peu égoïste. Et en même temps, Non, libre dans le sens où elle écoute ses envies, tu vois. j'écoute mes envies. Elle n'a pas une contrainte. Elle a des contraintes professionnelles parce que quand elle va faire des répètes ou des... Mais tu vois, de métro, boulot, dodo, tu te lèves tous les jours à 7 heures, tu vas au bureau, tu vois, il y a Je pas peux cette- l'avoir. Tu vois, là, je suis dans des répétitions pour un film. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. Tous les jours, je suis en répète de 10h à 19h en studio. Mais je sais que c'est un temps. C'est pour un intense, c'est film. 3 jours. Après, tu peux être 2 semaines tranquille. Tu Voilà. vois. Il y a une... Non. Mais c'est pas ma vie pendant 365 jours. Ouais, C'est ça. sur des projets, c'est sur des missions. Donc ça me va. Donc je me sens très libre. Maintenant, si j'ai envie d'être libre, il va falloir que j'accepte la liberté de la personne avec qui je partage ma vie aussi. Et c'est ce que j'apprends à faire, de me dire, bah moi j'ai envie d'être libre, faut que la personne à côté de moi soit libre. Et faut aussi que j'écoute ses besoins de, à un moment donné, j'ai envie qu'on se voit. Ok, bon, je vais te donner du temps, on va se voir. Et de toute façon, j'ai un enfant. Donc ma liberté, elle s'arrête aussi aux besoins de mon enfant et au cadre que je dois lui donner. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Il a besoin de cadre, de routine, de régularité. Ouais, parce que finalement, il a une structure. deux maisons, en fait, un petit peu. Il a Paris de temps en temps, il a la Basse-Normandie, il a chez son père, il a chez ma mère. Ouais. C'est un enfant qui est habitué à beaucoup bouger. Mais il a sa routine dans son hygiène de vie. Ouais. On fait la même chose, même si on est à l'étranger, c'est quand même, tu vas te coucher à telle heure, tu vas manger là, tu vas... Voilà. C'est de trouver un cadre et une stabilité. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs... Bah ouais. Donc tu priorises la vie de mère de famille, ensuite c'est les projets perso. En fait, pour être heureuse, j'ai réalisé que pour être heureuse en tant que maman, il faut que je sois épanouie en tant qu'artiste. Pour être épanouie en tant qu'artiste, il faut que je sois heureuse en tant que maman. L'un ne va pas sans l'autre. Donc à un moment donné, c'est une histoire d'équilibre. Ça s'auto-alimente, ouais. Ça s'auto-alimente. Je peux pas être que mère parce que je ne suis pas que mère. Je suis aussi une femme, je suis aussi amoureuse, et je suis aussi une amie, et je suis aussi une artiste. En fait, t'as plein de panels, quoi. T'as plein de panels, tu peux pas te voir que par un seul prisme. Et puis, dans quelques années, mon fils, il va faire sa live, et là, je vais me faire Au revoir. Tu vas où Ma vie est vide et n'a aucun sens. Et lui, j'ai besoin qu'il voit que je suis épanouie en tant que femme, et que je suis un être indépendant, et que j'ai ma vie, et que ça le nourrit, et qu'il se dit, waouh, c'est super, ma mère est heureuse et épanouie, quoi. Mais j'ai besoin d'être là pour lui. Yes. Moi, je voulais aborder un sujet sur le pricing. Je reviens sur le côté business. Ouais. Comment tu fixes tes prix ? Est-ce que déjà, tu as une fixation de prix et comment tu Ouais, bien sûr. Alors maintenant que j'ai ma manager, c'est encore plus établi parce que c'est très difficile de se vendre et de se donner un prix. Et moi, avant de rencontrer Jeanne... Jeanne qui est ma manager, pardon. Et donc, elle fait vraiment le tampon entre les clients et moi. Parce qu'avant, tu pouvais m'appeler et puis si tu avais une bonne voix et qu'on s'entendait bien et que tu me dis... Tu disais oui. Et il y a... ouais, ok, vas-y, let's go. Et après, j'étais là. Non, mais n'importe quoi. C'est pas payé. Il faut que j'aille là-bas. Enfin, tu vois, c'était n'importe quoi. Mais parce qu'on avait eu un bon feeling, j'étais là genre, ouais ok. Non. C'est fini. Donc, Jeanne, elle me dit, ok. Et en plus, elle me connaît bien. Donc, elle dit, ça, là, tu l'acceptes, mais ça va avoir lieu dans 2 mois. Ça va te saouler, Marion. Donc, je te connais. Ouais. Tu dis oui là parce que là, il n'y a rien et que tu as envie d'accepter. Dans 2 mois, c'est mort. Tu vas pas vouloir le faire. Non. Ok. Là, elle fixe mes fourchettes. On en parle. On se dit, bon, c'est très difficile parce que tu n'as pas de... Il n'y a pas de taux horaire, quoi. Il n'y a pas de taux horaire. Il n'y a pas de grille syndicale. Ouais. Tu gagnes ton argent en fonction de ta notoriété et de la qualité de ton travail. Et c'est toi qui te valorise et qui estime que tu vaux tant. Donc, à un moment donné, il faut avoir un minimum d'estime pour soi pour te dire, là, je vaux tant. Mais encore une fois, c'est une histoire de justesse. Et tu apprends à te dire, là, avec tout ce que je fournis, je suis contente de gagner ça. Là, j'ai fourni beaucoup, j'estime que je n'ai pas gagné assez par rapport à ce que je te donne. Là, je me fous un peu de ta gueule, c'est beaucoup quand même ce que je prends par rapport à ce que je te fournis. Tu vois ? Donc, moi, j'aime bien la justice, ouais, et la justesse. La justesse, ouais. Parce qu'en fait,
il y a un truc d'affect avec l'argent où tu dis, c'est ma juste valeur. Là, je te donne tout ça et je suis contente d'être payée tant. Il y a une valorisation de l'argent aussi. C'est satisfaisant, c'est gratifiant. Tu te dis pas, je me fous de ta gueule parce que je t'ai demandé 1000 fois trop. Ouais. Tu te dis, non, je t'ai demandé bien parce que en même temps, tu payes mon nom. Parce qu'à un moment donné, tu deviens une marque aussi. Tu viens me chercher parce que tu veux du Mario Motin. Donc, ça a un coût. Et en même temps, je vais te donner beaucoup. Donc, ça a un coût. Ça, c'est difficile au début, effectivement. Quand tu as un nom, tu peux facilement estimer ce genre de choses. Mais souvent, les artistes, on pense aux artistes qui débutent et qui cherchent à gagner leur vie. Ils vont avoir tendance à avoir peur à se brader. À se brader parce qu'ils vont avoir peur de passer à côté de certains contrats. Ouais, et là, le problème, c'est que tu niques le marché. Voilà. Et les gens qui ont un minimum de notoriété sont là pour dire... Moi, plein de fois, j'ai dit... et j'ai des potes qui viennent me voir, qui démarrent en tant que chorégraphe, qui me disent, ouais, là... Je dis, non, là, t'acceptes pas. Parce qu'en fait, tu niques le marché, c'est pas assez bien payé. Là, ok, là, tu peux, c'est ok, c'est... j'aurais pas pris ce tarif-là, mais t'as pas encore de nom, tu veux démarrer dans le truc, c'est intéressant, vas-y, tu peux accepter pour ce prix-là. Donc, il y a aussi... c'est de la discussion, c'est un syndicat tacite, tu vois, entre danseurs et chorégraphes, de se dire, bon, bah, ouais, ça c'est ok, tu vois, il y a quand même des grilles. Après, il y a des gens qui éclatent le marché, qui niquent le marché, qui acceptent de travailler à des prix de merde. On sait qui c'est. C'est une petite communauté. Ouais, là, tu parles de artistes, danseurs. Artistes, danseurs, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. C'est un petit monde, on se connaît tous, grosso modo. Et donc, ça va très vite. Et on sait, hein, lui, il éclate les prix, lui, il accepte n'importe quoi. Mais dans le sens inverse, c'est valable aussi. Tu peux avoir des gens qui se survalorisent en termes de prix. Mais bien sûr, t'as des gens, t'es là, genre... C'est très dur, en fait. Mais tiens, tu vois, c'est très dur de jauger, comme tu disais, la justesse de la tarification. C'est dur. Je crois qu'à un moment donné, c'est une histoire d'authenticité et d'écoute et de pas se mentir. Ouais. Moi, il y a des moments quand je ne sais pas, je suis là genre... Et tu vois, et on en parle avec Jeanne et... Ouais, là, ça me semble juste. Et en fait, encore une fois, je suis connectée à mon corps et à mes sensations et je suis là genre... Ouais, ce prix-là, il est juste. Ok. Ça clignote, là, les ça vibre, les 10, 15, 20. C'est animal, en fait. C'est instinctif et animal. Et tu ressens et tu te dis... Ouais, là, ce prix, il est juste, c'est cool. Je vais pouvoir me donner à fond. Et en même temps, je suis pas en train de t'enculer, pardon pour les gros mots. Je vais pouvoir me donner à fond et je suis pas en train de te la la faire à mettre, l'envers. tu vois. C'est équilibré, c'est juste. Et c'est hyper important dans le métier d'avoir un rapport équilibré parce que c'est une rencontre, c'est de la confiance et c'est de la collaboration. Donc si toi, tu es en train de te dire « Je suis en train de te la mettre fort », bah il y a un truc d'irrespect, tu vois, et de... Ouais, bah c'est la relation commerciale. Pour moi, ça, c'est la relation commerciale, tu vois. C'est nécessaire. Ouais. Et comment tu fonctionnes ça fonctionne comment un artiste, en fait, sur... t'es quoi? T'es en société, en termes de statut, tu vois, intermittente. C'est hyper compliqué. Ouais. Parce que pour les interprètes, tu as l'intermittence, donc intermittent du spectacle. Tu dois faire 43 cachets par an, donc 507 heures, etc. pour avoir un chômage régulier. Mais quand tu crées, tu n'es plus intermittent, tu as des droits d'auteur. Tu as créé une œuvre, donc tu as des droits intellectuels sur cette œuvre. Quelqu'un qui crée de la musique... C'est la SACEM, ça aussi, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. La musique, c'est la SACEM. Ouais. La chorégraphie, c'est la SACD. La Société ah oui, ils sont des auteurs. Chorégraphiques et dramaturgiques, un truc comme ça. Ouais, ils sont là au Parc Monceau. Ouais, pas très loin, exactement. Rue Velasquez. Ouais. Et donc, quand tu crées une œuvre, quand je joue une pièce, je vais jouer ma pièce à la Villette. Eh bien, la SACD va comptabiliser le nombre d'entrées et sur un pourcentage, va me reverser des droits sur le nombre d'entrées. Voilà. Quand tu chorégraphies un artiste, son concert, chorégraphier les concerts de Stromae, de Christine, de Angèle. Après, je l'ai appris un peu plus tard, donc je ne l'ai pas fait au début. Conne. Mais au bout d'un moment, j'ai compris la leçon. Et tu as des points. Tu négocies avec les boîtes de production des points. Donc, tu vas prendre 1 point, 2 points, enfin, ça dépend. Les metteurs en scène font ça aussi. Et sur chaque entrée, tu vas prendre des points. Tu parles de points, c'est des euros, enfin de par l'argent. Exemple, sur 100 points, par exemple, tu vas prendre 1 point. Donc, il va faire un zénith, il va gagner 2 millions. Tu vas gagner...
Ouais, c'est un 20 000 pourcentage euros. en fait. C'est un pourcentage ok. des entrées, Mmh. tu vois. Mmh. Et ça, c'était droit. Et parfois, c'est même pas sur les entrées. C'est, tu dis, bah voilà, pour tel film, je fais une chorégraphie. Je suis payée une partie en salaire, en cachet intermittent du spectacle, parce que je me déplace, que je suis en répétition et que ça a un coût. Mais il y a toute la partie droit chorégraphique, la création. Et ça, c'est un prix en plus aux AGSA. Si c'est pas à la SACD, c'est aux AGSA. Et c'est les droits d'auteur. On appelle ça les droits d'auteur. Donc ça rentre dans les droits d'auteur aussi. C'est les droits d'auteur. Ok. Et donc, tu dis, bah moi, je prends tant par jour pour être là en répétition. Mais ma chorégraphie, tu vas me la payer tant en droit. Ok. Et donc ça, après, c'est sur des BNC, quoi, en fait, des bénéfices non commerciaux. Enfin, Ouais, c'est un truc comme ça. J'ai jamais trop compris avec ma rentre dans fiscaliste, les Tellement BNC, les technique. machins et tout. Non, Est-ce que ouais. tu nous as ramené ton avis d'imposition qu'on puisse, Mais on va mais- te vendre un regarder. petit mais t'as appartement. ça, et puis nous, on a les frais réels et tout, Oui, parce oui. qu'on dépense énormément d'argent par rapport à notre travail aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, tous mes déplacements, les trains, t'achètes du maquillage pour certaines représentations, des vêtements pour telle ouais. chose, de la musique. Tu vas voir des pièces pour ton travail. Ouais, les restos, ouais, quand Tu j'étais vois, artiste, resto je de faisais ça taf, aussi. des fois tu fais même des voyages pour certains travails, tu pars en repérage, bah, donc il y a des choses qui passent dans les frais réels. Hmm. pour sortir un petit peu de Ouais, pardon. l'aspect financier. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais on peut, si jamais tu as des idées qui te reviennent, Ouais. il n'est jamais trop tard. Toi, tu avais envie, autre sujet, tu avais cette envie d'être dans la lumière avant de percer? Ou c'était pas Un souhait. Entrer dans la lumière. À la fin, tu vas nous faire une petite chorégraphie filmée devant les caméras. Et tu me payes combien? Fais gaffe, elle prend cher. J'ai cru prends très comprendre, cher. ouais. Être dans la lumière, non. C'était pas une envie, ça fait partie de ma personnalité. Depuis que je suis petite, je me donne en spectacle. Ok. Hmm. Depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, en Normandie, chez moi, sur la digue, à la terrasse des cafés, je fais le pitre, je vais danser, je tourne, je tombe en grand écart. À la fin des dîners de mes parents, je descends, je fais des publicités, je me mets en scène. Je me suis toujours mis en scène. Ça fait partie de ma personnalité. Donc quand tu te mets en scène, bah, tu es en lumière. Donc t'aimes bien avoir l'attention. J'aimais bien regard. faire rire les gens, j'aimais bien qu'on me regarde, j'aimais bien donner du spectacle. Tu vois? Après, quand t'es chorégraphe, t'es pas dans la lumière, t'es dans Ouais, c'est l'ombre. ça. Parce que on te voit pas. On voit ton travail, mais on te voit pas, toi. T'as une partie chorégraphe, une partie danse. C'est deux choses différentes. Ouais. Tu peux chorégraphier des Et pièces. Toi, tu fais les deux. Moi, je fais Ouais. les deux. Je suis encore très danseuse parce que j'adore ça. J'adore la sensation, j'adore être sur scène, j'adore performer. Hmm. Et je le fais encore régulièrement. J'adore être dans la lumière, sur scène. Non, j'adore, en fait, c'est une sensation quand tu es sur scène avec le public. Ah putain, c'est magique. Tu es là, tu performes. Il y a un truc de donner d'immense générosité. Et il y a un dialogue qui se passe avec le public qui est immédiat, qui est dans le paraverbal, qui est dans les atomes, dans les cellules, dans un truc un peu fou, dans un espace temporel Hors norme. Quoi. hors du norme. commun. Tu parles Hmm. pas, tu ressens. Tu sens la salle, elle est là. Toi, t'es là, t'es vraiment là, t'es chargé, t'es ancré. Tu vas sentir le spectateur. Il y a un truc. Putain, c'est jouissif, c'est fou, quoi. C'est des sensations extraordinaires et je peux pas m'en passer. C'est pour ça que je performe encore. Mais j'adore créer parce que quand tu vois le truc et que tu le mets sur scène et t'es là, et quand je suis avec mon ingé lumière, Judith, et on est là, on voit le truc sur scène, et on est là genre, oh, c'est trop beau, ouais, oh, c'est trop bien. Et tu te sens vivante et tu te sens, t'as un truc un peu... il y a un truc un peu Dieu avec la création quand tu regardes, il y a genre oui, c'est ça que j'avais en tête, c'est magique, tu vois, c'est un peu égo comme ça. Mais c'est magique aussi, il y a un truc fou quand tu vois l'objet se mettre en scène. Pourquoi je te disais ça? Parce que c'est deux choses différentes. Tu mets en scène, t'es pas dans la lumière. Oui, c'est pour ça que voilà. On toi, voit tu ton fais, travail, t'as mais toi, plusieurs, t'es dans voilà, l'ombre. t'as plusieurs casquettes. Ouais. En fait, il y a une posture qui est différente, je pense, C'est complètement différent. dans les deux. Ma question, c'est, en tant que chorégraphe, est-ce que tu as développé d'autres compétences? Tu parles de mise en scène, de lumière. Est-ce qu'il y a des choses que tu as développées ou qui sont nécessaires pour être chorégraphe, tu vois, à développer? Non, je pense que c'est propre à chaque chorégraphe. Tu as même des chorégraphes qui sont pas danseurs, mais qui arrivent à chorégraphier et à mettre en scène. Enfin, moi, je développe vraiment ma corporalité, ma gestuelle, parce que j'ai besoin d'avoir ma gestuelle au plateau. Après,
avant de faire des pièces de danse, je fais des pièces et je raconte des histoires. Même si c'est pas des histoires... Il était une fois une petite fille qui machin. Ouais. J'ai besoin de raconter. Je crois que en fait, et ma mère m'a souvent dit ça, elle me dit en fait, t'es une conteuse. Et j'estime même pas faire des pièces de danse, j'estime faire des pièces. J'ai besoin de raconter des... Tu les écris avant les pièces? Ouais, je les écris. Ok. Je les écris et en fait, d'où le processus créatif, il y a d'abord la sensation, la musique, le cadre. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle va se passer, ma pièce. Tu le poses sur un papier. Putain, en fait, ça se passe de nuit. C'est à l'intérieur, c'est dans un hôtel. Il fait nuit, les lumières, c'est un peu comme ça. Il fait froid. Donc, j'ai tout le cadre qui arrive avant. Et puis après, l'histoire se dessine, etc. Et après, la danse arrive. Parce que la danse, en fait, c'est un outil. Ouais, c'est le canal, en fait, pour délivrer. C'est pas le propos. C'est un outil pour délivrer, pour raconter les émotions. Mais c'est pas le propos. La danse, c'est pas un propos pour moi. Pourquoi je te parle de ça? Et donc, la lumière, méga important. Ouais. En fait, j'ai travaillé en collaboration avec Judith Leray, avec qui j'ai fait toutes mes pièces en lumière. Et on est un binôme de lumière parce que comme j'ai besoin de savoir où ça se passe, le cadre, c'est la lumière qui va créer le cadre. Et alors, avec elle, pas de moyens, on monte, j'ai fait les branchements de mes pièces à un moment donné, encodées sur la machine, brancher les câbles. J'ai monté mon plan de lumière vraiment. Branche ça là, elle m'a appris, tu vois, branche ça là ton code, appuie sur ça, plus, efface. Donc j'arrivais à faire de la lumière, mais je crée toute la lumière, je sais exactement ce que je veux, la couleur que je veux. Tu visualises avant. Je visualise avant. Après, on rentre en laboratoire avec Judith et on fait des tests et je suis là, c'est ça que je veux, ouais, best, là, ouais. Et la lumière, pour moi, c'est primordial. La lumière, la musique. Ouais, c'est important. La scénographie, c'est aussi important que la danse. En fait, il faut s'intéresser à tout. Faut pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais t'as des chorégraphes qui font des pièces uniquement de danse. Et tu peux les voir sans lumière, sans scéno, sans costume. Ouais, et ça va être et s'ils ont trouvé les bonnes personnes. Et s'ils ont trouvé les bons interprètes. De toute façon, une pièce de danse, si t'as pas les bons interprètes, y a rien qui se passe. C'est essentiel. Mais tu peux n'avoir que de la danse. Et moi, j'ai vu des pièces avec que de la danse. Et c'est chargé, ça raconte un truc, c'est que de la danse, mais il se passe quelque chose. Donc, il n'y a pas de règle. Je crois que la règle, elle est ce qui te fait vibrer et ce que tu as envie de faire. Ouais, finalement, tu t'es intéressé à d'autres éléments dans la scène. Parce que ça faisait partie de mes goûts, de mes vibrations et que ça m'intéressait. Curieuse, ouais. Tu vois. Mais tu as des chorégraphes qui vont faire des installations de ouf, ils vont faire d'autres choses parce que c'est ce qui leur parle. Et c'est la singularité, c'est ce qui va faire leur force. Tu as des chorégraphes, leur but, c'est de déranger et de faire des trucs provocateurs et de mettre les gens mal à l'aise. Et les gens vont détester. Mais les gens vont venir niche. Parce que c'est niche, mais en même temps, voilà, c'est politique, ça dérange, ça fait parler, il y a quelque chose derrière. Ouais. Tu as des films dont tu te souviens, des films, des pièces. L'engagement, peut-être aussi. Il y avait un film, Irréversible, qui avait énormément choqué. Ouais. C'est pas un film extraordinaire sur le plan de la création, mais les gens s'en souviennent 15 ans, 20 ans après. Gaspard Noé, tu vois, moi j'ai vu Enter the Void, ça dure 3 heures, je le reverrai pas. Mais en fait, j'ai adoré le voir. C'est un voyage sensoriel, c'est brillant. La caméra, les trucs. Et en fait, voilà, c'est un film que je pense que je reverrai pas, ou je le reverrai peut-être dans 10 ans. C'est pas un film comme, par exemple, La haine de Mathieu Kassovitz. Je peux le revoir tous les ans. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Tous les ans, je peux le revoir. Je vais kiffer, et voilà. T'as été voir le spectacle ? Non, j'ai pas été voir encore le spectacle. Ouais. J'irai le voir. Enter the Void, je l'ai vu une fois. Je le reverrai pas tout de suite. Mais c'est ancré dans mon ADN. Je suis là, genre, mais ça, c'était un voyage sensoriel. J'ai traversé plein de choses. J'étais là, genre... Et encore une fois, je sais pas si j'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Parce que ça me en tout cas, il t'a marqué. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vois. Putain, tu vois, je garde des sensations. Je suis là, genre... Oh, putain, la caméra, il vole au-dessus. T'as l'impression d'être dedans. Enfin, pour moi, c'est des voyages sensoriels. Et je suis là, genre, waouh, putain, c'est réussi quand je pars. Moi, j'aime voyager. Mais encore une fois, tu vois, c'est personnel. Ouais. J'aime voyager, j'aime pas qu'on me prenne par la main et qu'on me dise « Alors, ça parle de ça, tu vas ressentir ça, tu vas pleurer à ce moment-là. Là, tu vas rire. Là, non. » Oui, ou à l'inverse, il se passe rien, tu vois. Mais j'ai besoin d'une liberté et j'ai besoin de faire appel à ma sensibilité, à mon état du moment. Incarner un personnage, ce serait plus compliqué pour toi, puisque ça ne vient pas de toi. Si, parce que tu l'incarnes avec ce que t'es.
D'accord, parce que souvent, dans la plupart des films, j'imagine que tu as un script, et tu dois incarner une personnalité qui n'est pas toi. La force du personnage aussi, par moment, c'est comment tu vas charger ce personnage, comment tu vas le charger avec ce que t'es, avec ton interprétation, ta vision du personnage, et avec ta singularité, en fait, tu vois. Donc, après, tu as des gens qui sont brillants interprètes, et puis, en fait, il n'y a pas grand-chose de l'autre côté. Et puis, tu as des acteurs... ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est Vincent Cassel quand parlait il y a pas longtemps dans une interview et qui parlait de la singularité. C'est plus dur de se faire une place quand tu es singulier. Mais ce qui est génial, c'est qu'à la fin, tu es irremplaçable. Oui, quand tu te fais une place, tu te fais une place. Tu te fais une place, c'est toi. Et c'est personne d'autre. Si c'est pas toi, faut que ce soit quelqu'un d'autre qui va réinventer l'histoire. Moi, je fonctionne comme ça avec mes interprètes. Je les prends parce que c'est eux, parce qu'ils m'ont parlé. Si c'est pas lui, ça peut pas être n'importe qui va te remplacer. C'est pas interchangeable. Et c'est ce que j'aime chez les artistes. Quand je regarde Raphaël Quenard dans un rôle, j'adore parce que je vais voir du Raphaël Quenard. Alors des fois, tu as envie de le pousser, ça aille plus loin. Et encore, je trouve qu'il va plus loin dans des rôles. Mais si c'est pas Raphaël Quenard, va falloir que ce soit quelqu'un d'autre de particulier. Il est singulier. Aujourd'hui, tu vois. Finalement, tes recrutements, enfin tes interprètes, tu les prends aussi sur la base de leur personnalité plus que de la danse. Mais moi, ce que j'aime, c'est les personnalités. Ouais. J'aime les personnalités, j'aime la singularité, j'aime l'incarnation. Pour moi, un danseur, un bon interprète, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui est chargé, qui est incarné. Il bouge pas, il est là, tu le poses et tu fais genre... Oh, waouh. Finalement, ça revient à du charisme. C'est du charisme. Ouais. Mais t'as des gens qui ont du charisme et en fait derrière il y a rien. J'en connais. Ça dépend ce qu'on met derrière charisme. Et puis t'as des gens en fait, t'es là genre. Ils payent pas de mine, mais en vrai. Ouais, tu sens qu'il y a un truc. Tu vois, je veux parler avec toi. Et puis ils ont des trucs à dire. Ils sont chargés. Ils sont. Je veux évidemment des gens qui techniquement qui ont une corporalité, etc. Mais la personnalité, moi je tombe amoureuse toutes les 2 secondes, tu vois. D'une personnalité. J'adore, pour moi, un super bon interprète, il va rentrer dans la pièce et je vais faire genre. Et il va pas vouloir que je le regarde quand il danse en audition. Ouais. Il va être tellement dans son truc, il va être là-bas au fond, mais je vais voir que lui parce qu'il cherche pas à me plaire. On en revient à là. Et encore une fois, tu vois, c'est très personnel. T'as des danseurs qui arrivent en audition et qui cherchent à me plaire et je suis là genre... Ah, arrête, t'es en train de me tendre, arrête. C'est un peu de la vente, finalement. Ça me dégoûte. C'est ça. Et t'as des gens... Mais c'est pour ça que milieu artistique et entrepreneuriat, c'est compliqué, parce que je trouve que ça se contredit. C'est deux mondes opposés. Deux mondes opposés. Oui, et pas parce qu'à la base, le milieu artistique, c'est pour prendre la parole, c'est presque politique, c'est urgent, c'est viscéral. Mais il faut savoir te vendre. Ouais. Et pour ça, il faut être aligné avec ce que t'es. Donc, il faut être authentique et sincère. Et là, tu sauras te vendre bien. Et tu chercheras pas à plaire aux autres, tu chercheras à te comprendre. Moi, maintenant, je sais un peu plus me vendre, mais parce que j'ai compris qui j'étais, j'ai compris quelle était ma valeur ajoutée, j'ai compris ce que je pouvais t'apporter. Si tu viens me chercher, c'est parce que tu cherches ce que je sais faire. Par contre, il y en a qui viennent me chercher, là, je voudrais faire une choré comme ça. Bah, c'est pas moi. Par contre, je vais t'orienter sur la bonne personne. Moi, je vais pas te le faire. Je peux te le faire, mais ça m'intéresse pas et ce sera pas... Lui, il va trop bien te le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tabou avec l'argent quand tu es artiste aussi ? Tu vois, de rapport, en fait, le rapport à cette... Bah, c'est dur parce que, encore une fois, opposé, c'est toi qui détermine ta valeur, donc il ne faut pas se sous-estimer. Ouais, je suis d'accord, mais il y a aussi quand même une valeur et argent, oui, c'est de tabou. On dirait que c'est mal si tu vends, si tu fais de l'argent avec ta pièce ou, tu vois, on a du mal à associer les deux, alors... Non, parce qu'une pièce qui se vend, c'est une pièce qui tourne, c'est une pièce qui plaît, c'est une pièce qui remplit, c'est génial, c'est gratifiant, c'est signe que non, il y a cette finalité où à la fin l'art se vend. Ouais. Et alors, les puristes diront non, c'est ça, bien sûr. Souvent, dans les artistes, j'ai entendu, pas que c'était mal, mais tu vois qu'il y a un peu une forme de tabou par rapport à faire le sujet de faire de l'argent. À monétiser l'art, bien sûr. Parce que c'est pas le moteur l'essence premier. C'est pas l'essence. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a une réalité. Si tu veux vivre de ton art, il va falloir trouver un moyen
de le vendre de manière alignée, juste et équilibrée. Ouais. Après, moi, je connais des artistes qui ont un travail à côté et qui ne vendent pas leur art. Ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire, mais ils veulent pas être dans le système de je dois le vendre, je dois vivre de mon art, machin. Ouais. Donc, ils ont un travail à côté et dans leur temps libre, ils créent, ils font leur art. Et tout le monde c'est n'est vrai pas... que ça peut être une solution. Après, peut être est-ce une que solution. ça t'épanouit? Je sais Il y en a qui sont super épanouis parce qu'ils sont pas dans la monétisation nécessité de gagner leur vie avec. À ton niveau, tu fais aussi un petit peu ça, c'est-à-dire que t'expliquer que les métiers qui te coûtent de l'argent, tu peux les faire parce que tu as des clients qui, eux, te rapportent une source aussi de Oui, mais capital. les clients que je prends, c'est des... ça me fait kiffer. Ouais. Ça me fait C'est pas vibrer. du commercial, C'est elle pas prend du pas pour commercial. faire de C'est l'argent. pas un métier, ouais, c'est Je pas un prends métier pas pour alimentaire, faire. quoi. C'est pas un métier Bien sûr. alimentaire, tu vois. Bien Ouais, sûr. c'est pas C'est pour ça que je dis à ton niveau, donc toi c'est encore même... Ça, Toi, on t'as pourrait réussi dire, à bon, faire bah, j'ai mon converger. alimentaire, mon machin. Non, je prends rien d'alimentaire. Je prends parce que ça me fait kiffer. C'est mon moteur. Yes. On va arriver vers la fin. Alors attends, après, quand tu gagnes pas bien ta vie, des fois, tu as de l'alimentaire. Hein. Et j'ai eu de l'alimentaire. Bah ouais. Il y en a souvent. J'ai dansé pour des trucs, j'ai été pom-pom girl, c'est de l'alimentaire. Hein. J'ai détesté ça. Je voulais mourir. Oui, c'est Euh, Mais c'est pour ça que c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut absolument chercher à sortir de l'alimentaire? Parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui ont une vision, qui ont une passion artistique, et ils se posent la question, qu'est-ce que je dois faire pour en vivre, et est-ce que je dois tout faire pour en fait, vivre? il faut rester déterminé, fixé à je vais faire ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mais il y a un moment donné, pour y arriver, mais c'est comme au début quand tu démarres, si t'es pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, tu vas travailler chez McDo. Ou tu vas travailler dans un bar, ou moi j'ai travaillé dans des magasins de fringues, dans des... Tu vois, il va falloir que tu gagnes ta vie. Donc, tu vas faire de l'alimentaire, en danse, dans l'art, mais il faut que tu gardes en tête que, meuf, mec, c'est un temps. Je fais ça parce que j'ai besoin d'argent. Mais ne viens pas t'oublier dans l'alimentaire. N'oublie pas qu'à la base, tu fais ça parce que tu es passionné. Oui, c'est ça. Là, tu as besoin de payer tes factures, tu as besoin de gagner de l'argent, donc tu vas faire de l'alimentaire. Mais tu vas petit à petit, dans l'alimentaire, dessiner ta carrière. Ah, j'ai gagné un peu plus d'argent. Bon, bah là, je vais faire le projet qui me correspond vraiment. Ça, c'est pas ouf, mais je vais le prendre, j'ai besoin de payer ma facture. Et puis petit à petit, c'est comme ça que ça va se dessiner. Mais il faut jamais oublier quitter. Il faut jamais oublier pourquoi tu fais ce métier. Faut jamais oublier ce qui t'anime profondément. Tu penses que tout le monde est capable de sortir sa singularité, justement? Non. Ouais, moi non plus, je pense pas. Non, c'est une histoire de de détermination mentale, d'expérience de vie, d'avoir les de moyens personnalité aussi. de personnalité. Il faut être un peu Se révolté, il connaître. faut vouloir se battre, il faut se connaître, il faut... faut le vouloir. Faut le vouloir. Ouais, c'est quand même un travail d'introspection aussi un peu. Ouais. De savoir qui on est, comment on veut interagir, quelles sont nos valeurs, tout ce qu'on s'est dit depuis 1h30. Bah ouais. Du coup, c'est quoi pour toi la suite? Où ça? Dans quoi? Bah dans ta vie Dans pro, 10 ans, dans- tu te vois Là, où? tout de suite, je vais voir mon amoureux. Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, je me vois Est-ce où? que tu te projettes déjà? Ouais, alors c'est compliqué de se projeter si loin, mais j'ai des envies et j'ai envie de continuer à créer des pièces. Ouais. J'ai envie d'être libre, mais j'ai envie d'être installée un petit peu plus encore dans le financement de mes pièces et de pouvoir faire ça de manière plus tranquille. J'ai envie de faire des films. Plus ça va, plus j'ai envie d'être moteur des projets. J'ai moins envie de répondre à des clients. J'adore ça. Mais plus ça va, plus je me dis, bah là, en fait, j'ai envie de faire ce film. Là, j'ai envie d'avoir carte blanche. Là, j'ai envie d'être à 360 dans le projet. J'ai envie de créer à 360 les choses. J'ai envie de créer des lieux. J'ai envie de créer des événements. J'ai envie de faire des films. J'ai envie de faire des pièces. Et puis, je te dis ça. Et puis, de temps en temps, c'est hyper agréable d'avoir une contrainte et d'avoir un artiste qui te dit, bah, je fais telle tournée. Et OK, je réponds à cette demande et ça te remet dans une mais finalement, contrainte. t'attends pas le côté où on t'appelle, tu vois, comme les comédiens ou les comédiennes, souvent, ils attendent que le téléphone sonne. Là, t'es plutôt moteur, en fait. Non, et mais tu je suis crées. tout le temps animée par les projets. Ouais, J'ai tout voilà, le temps c'est ça. des fenêtres qui s'ouvrent. Oh, j'ai envie de faire ça. On fait ça. C'est génial. Et mon moteur, toute ma vie, j'ai envie de faire de la musique avec mes potes dans un garage. C'est vraiment mon moteur. C'est-à-dire que j'ai envie de créer avec des potes, j'ai envie de monter des choses avec des gens que j'aime. Mon but, c'est de travailler. D'ailleurs, je ne travaille qu'avec des gens que j'aime et avec qui ça se passe bien. Sinon, On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il n'y C'est- a pas de sujet
il est hors de question que je travaille avec des gens où on n'est pas en adéquation dans nos valeurs, dans l'humanité. Ouais. C'est mort. Non, je travaille pas pour me faire chier. Je fais ce métier pour kiffer. Donc, je travaille qu'avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on partage des valeurs communes et avec qui l'humain, c'est bon. Ça fit. Ça fit, tu vois. T'as jamais eu d'embrouille, de problème bien sûr. justement avec... Ouais. Bien sûr que j'en ai eu. Mais j'en ai de moins en moins parce que je sais que je veux travailler... du coup, tu tries un peu. Et ça... Ah ouais, nous, ça va le faire. Là, je suis pas sûre que ça le fasse. Voilà. Donc, en fait, next. tu te rencontres. Et plus tu te rencontres toi, plus tu rencontres les bonnes personnes aussi. Tu vois, tu rencontres des gens qui te correspondent. Tu fais des bonnes rencontres. Puis... mais pour ça, encore une fois, il faut être aligné, il faut être sincère et authentique. Et ça t'emmène vers des rencontres magiques de la vie. Dans 10 ans. Mais donc, j'attends pas... j'ai envie de... Ce que j'aime avec ce métier, c'est la liberté, c'est le renouveau, c'est le challenge. Et je me sens tellement en vie quand je fais ce métier que je pourrais jamais arrêter. Peut-être. Je ne sais pas. Ça pourra pas évoluer, peut-être? Ça évolue tout le temps, il faut que ça évolue. Si ça évolue pas, je déteste faire 2 fois la même chose. Il faut que ça évolue, il y a toujours un challenge en plus. Il y a toujours un challenge en plus. C'est pour ça que je te parle de films, mais je veux toujours aller plus loin. Ça, je l'ai fait. Non, let's go, on va plus loin. Et donc, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir une équipe encore plus complète autour de moi, solide, pour pouvoir créer des projets encore plus solides et viables. Mais je veux continuer à travailler avec des potes, avec des gens que j'aime, à rire, à m'éclater, à explorer et à découvrir, quoi. Ok, si on veut te suivre, tes réseaux, sur quel réseau Instagram, est-ce que t'es? Instagram, Marion Motin. J'ai peu de réseaux, j'ai Instagram. C'est aussi un outil de travail pour moi. Je vais découvrir plein de danseurs là-dessus. Je mets mes avis d'audition, je fais la promotion de mes spectacles, on passe à telle date, etc. Et Instagram, je le vois plutôt comme une sorte de plateforme professionnelle où je peux promouvoir mes spectacles, partager ma danse, rencontrer des danseurs, partager des avis d'audition. Et voilà, c'est une plateforme de rencontre. Et ton actu, là, pour 2025, c'est quoi ? Eh bien, écoute, là, je suis sur un film. On est en répétition actuellement avec Deva Cassel, Romain Duris en avril. Et je crée le Fantôme de l'Opéra. Yes. Qui va se tourner là, cet été, avec Fuldawa. Et Fuldawa, c'est les producteurs. Et c'est drôle parce qu'on s'est retrouvés, c'est des amis de collège. Ah Donc, ouais ? je suis trop contente. Tu vois, je travaille avec des potes. Et quel kiff. Donc voilà, je vais monter un opéra en Suisse, à Genève, en mai, qui s'appelle Titan, mais qu'on va appeler Titane, parce que j'ai le rôle principal et que c'est une femme de Malheur. Et c'est fait par David Grieselman, j'ai du mal à prononcer son nom. C'est pour le Geneva Camerata, qui est un orchestre symphonique à Genève. Et la petite différence, c'est qu'il fait apprendre les partitions par cœur à ses 40 musiciens. Donc, non seulement j'ai le rôle principal, je vais danser avec Diana, une des Swaggers, qui va danser avec moi. Et en plus, je vais devoir mettre en scène tous les musiciens, 40 musiciens, qui vont évoluer et bouger. C'est en live ? C'est en live. Wow. C'est 1 heure de concert, de musique classique. Et en fait, ils ne sont pas assis derrière leur partition à jouer. Et David n'est pas... tout le monde bouge. Donc, je fais bouger. On va interagir avec les danseurs, avec les musiciens, avec l'orchestre, avec le chef d'orchestre, etc. Donc ça, c'est un gros challenge, mais qui est mortel. Et puis derrière, je m'envole à Montréal parce que je crée une pièce pour le Cirque du Soleil avec la compagnie 14h20, Valentine et Raphaël, qui font de la magie nouvelle et de l'invisibilité, etc. Et donc c'est pour une pièce pour le Cirque du Soleil pour Berlin en 2025. Donc ça, c'est les 3 projets. Beaucoup d'actu. Ouais. Et aussi, j'ai un extrait de ma pièce Le Grand Saut, le boléro. J'ai fait un boléro qui va être joué à la Fondation Vuitton pour l'exposition de Hockney. Et Hockney, on le connaît pour ses piscines, entre autres. Donc, il y a ses piscines. Et moi, c'est une pièce, Le Grand Saut, qui jouait dans une piscine de manière virtuelle. Ouais, je l'ai vu.
Donc, ils vont jouer le boléro les 22 et 24 mai à la Fondation Vuitton pour l'exposition de Hockney, en maillot de bain. Super. Dans la Fondation, ouais. Dedans, ouais. Dans la Fondation, Ouais. au milieu des œuvres Au milieu, de ouais. Hockney. Ouais, Stylé. ouais, Bon, bah super. voilà. Merci Marion. C'est Merci à vous. c'est animé, hein. C'est un programme. Enfin, Et va après, falloir c'est- suivre. Ça, c'est 2025, mais après, tu as d'autres choses sur 2026 ? Oui, sur 2026, On se projette hein, déjà à 2-3 sur ans. 2026, je vais, Inch'Allah, je fais ma prochaine pièce. Ça va dépendre des On financements. peut avoir un petit teasing en avant-première. Ouais, bien sûr. C'est une pièce. J'aimerais faire une pièce de groupe avec 10 danseurs. Ouais. C'est une pièce sur l'homme. À la base, En H. non, l'homme, le masculin. Ouais. Processus créatif. En fait, je suis assez révoltée, comme pas mal de femmes, sur la position de la femme aujourd'hui. Et je me rends compte qu'on traverse des choses quand même compliquées. Mais en même temps, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des hommes dans mon entourage magiques qui m'ont inspirée, qui m'ont aidée à traverser des choses. Mon père, mon amoureux actuel, des artistes, des amis. Et puis j'ai un fils. Et en fait, encore une fois, je vais faire une thèse, antithèse, synthèse. Je ne veux pas montrer du doigt, imposer et faire des leçons de morale. J'ai envie de dialoguer avec l'homme pour mon fils, pour les générations futures, parce que je sens bien que leur position, elle est compliquée en ce moment. Ouais. Et j'ai envie en fait, j'ai envie d'explorer. J'ai pas de réponse. Ça me permet en fait d'explorer des sujets. Moi, en tant que femme, l'homme, qu'est-ce qui se passe là? Venez, on parle. Donc c'est une pièce pour les hommes, avec des hommes, par une femme. Et j'ai envie de dialoguer avec eux et Ça va intéresser Samy, ça. C'est dommage qu'on ait plus le temps, parce que ça aurait été un sujet intéressant à je évoquer vais un peu. revenir. Ça reviendra. Il va nous laisser. Ok. Ouais, parce que là, on loue le studio. Il va falloir qu'on la rende. mais Non, mais ça, c'est un de tes sujets de prédilection. Oui, oui. Bah, de toute façon, si tu reviens quand tu veux. et c'est aussi, ça parle aussi parce que en dehors de l'homme, je constate que, enfin, on est chargé, chaque être humain est chargé d'une énergie masculine et féminine, ou du yin et du yang. Dans notre société, on appelle ça l'énergie masculine et féminine, mais on a les deux, et c'est comment on dialogue avec les deux. Et au lieu de tout genrer jusqu'au comportement, à quel point aujourd'hui on peut un peu prendre conscience qu'on est chargé d'une énergie masculine et d'une énergie féminine, et qu'il faut faire dialoguer les deux à l'intérieur, et que moi je travaille là-dessus, sur faire dialoguer mon masculin et mon féminin. C'est hyper intéressant parce qu'en fait le féminin, c'est la création, c'est la douceur, c'est la communication. Le masculin, c'est le lead, c'est la protection, c'est la construction. La direction, ouais. Et en fait, moi, j'ai les deux. Pour être chorégraphe, j'ai besoin de mon énergie masculine pour leader, mais j'ai aussi besoin de mon énergie féminine pour créer. Et j'ai besoin de faire en sorte qu'ils communiquent main dans la main. Toi, la création, ça fait partie du féminin pour toi? Oui, c'est une énergie féminine, la création. Mais la mise en place et l'entrepreneuriat et la mise en place de ça et de l'idée une équipe, Qu'est-ce c'est qui une te fait dire énergie que masculine. c'est une énergie féminine, la création? Qu'est-ce qui me fait dire? C'est des choses que tu peux retrouver partout, hein, dans plein d'écrits, etc. Et c'est parce que c'est la création, tu peux le mettre en parallèle avec la création. Alors, moi, je fais une différence entre création et reproduction. Finalement, la création, c'est même un petit peu une antithèse de la reproduction. Dans la création, il y a presque une dimension d'innovation. Tu vois, quand tu reproduis quelque chose, tu construis quelque chose sur la base d'un existant. Ouais. Donc, je suis sceptique quant à l'idée que la création soit plus féminine. Et quand je crée un enfant, tu crois que je le crée pas? Tu le pour lui, c'est la produis, reproduction. c'est de la reproduction. Donc tu le produis sur Non, la base. c'est un acte de reproduction. Mais après, c'est une. Mais c'est tu une le produis sur création. la base d'un ADN commun avec un homme et Avec du tien. quelqu'un. Mais après, la création, la gestation, la création, elle se fait à l'intérieur. Donc, tu as besoin d'un espace doux, de communication et d'une énergie qui va envelopper, qui va accompagner et qui va adoucir et qui va communiquer. Couver, La quoi. femme, elle couve, elle communique, l'énergie féminine. Dans Ça l'idée- veut pas dire... Mais attends, si t'écoutes ce que je te dis, ça veut pas dire que l'homme n'a pas ça. Non, mais je suis Ça veut dire d'accord. que l'énergie masculine est Mais différente. même, Mais pour justement, moi, l'homme a ça Je aussi. suis pas d'accord avec ça. Dans l'idée de création, il y a une dimension pénétrante.
pour créer, il faut pénétrer quelque chose. Donc c'est finalement peut-être un trait un peu plus masculin. Parce que c'est-à-dire, il faut pénétrer quelque chose. La création, c'est quelque part la transgression. Quelque part, pour créer quelque chose, je fais le lien avec l'innovation. Pour créer, il faut transgresser, il faut pénétrer. Donc, on peut se poser la question de est-ce que la création, si on raisonne en termes de masculin, féminin, et je suis d'accord avec toi qu'on a une part de féminin et de masculin chacun, la création, là on va rentrer dans d'autres débats, mais dans l'histoire du monde, la création était peut-être un peu plus masculine. Et aussi de ce fait... Pourquoi? La création, elle est plus masculine. Pourquoi? Pourquoi les hommes ont plus créé dans T'es l'histoire. malade ou quoi? Ça, c'est ton côté Ah, pardon. c'est ton côté tradique. Mais bien sûr que si, justement, bien sûr que non. même les féministes le disent et te disent bien que c'est sûr que le non, mais patriarcat est-ce que- qui a empêché les femmes de créer. Ah non, mais le patriarcat a mis en lumière les hommes qui ont créé. Mais je peux te dire que Pierre et Marie Curie, va chercher dans Mais toutes les non, mais histoires. là tu vas me le nombre chercher de des femmes- petites exceptions. Non, c'est pas des exceptions. ouais. Il y a plein de femmes qui ont créé. Mais je dis pas qu'il n'y a pas plein de femmes qui ont créé, Et je dis qu'est-ce que si on qu'est-ce fait la t'appelles créer proportion... Qu'est-ce que tu appelles créer? Mais c'est ce que je te dis, dans l'idée de création, il y a l'idée d'innovation et de construire quelque chose qui n'est pas de Créer, l'ordre c'est de la pas reproduction. forcément innover. Parce que rien Tout ne le se monde crée, peut tout se créer, en transforme. fait. Rien Ouais, ne se ouais, crée, ouais. tout se transforme. Enfin, je crée une pièce, j'ai pas innové. J'ai Ouais. créé une pièce, je parle d'un C'est sujet pas- qui a c'est déjà pas existé. C'est lié, il y a une corrélation entre les deux. Mais C'est lié, mais c'est pas créer, c'est pas innover. Je suis pas d'accord. créer, c'est pas innover. Non. Bien sûr, tu peux créer sans innover, mais quand Bah tu ouais. innoves, tu crées quelque part. Mais tu peux créer sans innover. Ouais. Bon, j'ai Mais l'impression On va que sur- votre de- pièce, là, de- elle va- vous allez vous parler de- Non, longtemps mais pour tu m'as créer. tué, là, la création, elle est masculine. Ah non. bah, Non. si on fait le ratio de Mais ce qui oui, était... mais Tu- c'est tu- pas... Ça dépend de ce que tu appelles création. C'est pas objectif. Non. Bah si, objectivement. Mais oui, si mais- dans l'histoire du monde, ce qui était... Mais Après, on peut se demander, parce que le patriarcat est plus présent. Bah oui, mais que- ça, c'est voilà. ça, c'est le pourquoi. Ça, c'est C'est la encore un raison. autre débat. Voilà. Mais toujours est-il que... Mais donc, Ouais. Tout dépend des civilisations, tout dépend ce que tu appelles création, tout Ouais, dépend. c'est Enfin, tu qu'est-ce vois, que tu mets c'est derrière. tellement. Qu'est-ce que tu mets derrière on peut ça creuser, aller plus loin, mais on ne va pas avoir le temps, parce qu'on Oui. a déjà un peu dépassé. Ouais. Mais quand tu veux, on en rediscute. Ah ouais, parce que là, Euh. je suis pas d'accord. Là, il y a débat, là, il y a embrouille même. Là, Mais tu la vois, prochaine création. Dommage, on aurait dû là, le y a caler, embrouille, hein. au milieu du podcast, ça aurait été intéressant. Non, mais il y a des choses à dire sur le sujet, c'est pas évident, et c'est pour ça, en 10 minutes, de creuser Non, on peut le... pas. Je suis d'accord avec toi. Ouais, non. En tout cas, merci Marion. Merci. Mais merci à Samuel. À vous deux. Bon, bah merci. Merci. Merci.